Il y a encore une fois un extrait de Durandal qui est sorti de son contexte, qui est actuellement sur les réseaux, qui tourne pas mal avec des gens qui en parlent. Ça va spoiler un petit peu Sinners, mais l'extrait en question qui est sorti ne spoil pas tellement Sinners. Vous allez comprendre. En tout cas, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Durandal a sorti. Ouah, c'est vert. Durandal a sorti une vidéo en fait mini rattrapage, sachant qu'il fait souvent ça maintenant. Il fait souvent des petites vidéos comme ça où il fait des rattrapages. Alors généralement c'est des rattrapages à la fin de l'année. Là il s'est dit bon bah je vais le faire au milieu. C'est des grosses vidéos, 3 heures de rattrapage sur les films, etc. Enfin c'est vraiment des gros trucs qu'il fait à la fin de l'année et que moi personnellement j'aime bien. J'aime bien ces vidéos de rattrapage parce qu'au moins c'est ses avis de manière très solide. Moi je rappelle les gens, mon avis sur Durandal, j'aime bien. J'aime bien Durandal, j'aime bien regarder Durandal. Je ne suis pas d'accord avec tous ses avis, même je suis rarement d'accord avec ses avis, mais en tout cas, j'aime bien le fait que cette personne-là existe et produit du contenu sur Internet et sur les réseaux. Ça me peinerait énormément de voir que cette personne-là arrête de produire. Sa take sur Pacifiction dans ses rattrapages. Alors, Poisson, tu n'es pas assez précis. Ce n'est pas sa take dans les rattrapages, c'était dans son flop Pacifiction. de souvenir en vrai. Je sais plus, ça se trouve que c'est toi qui as raison. Mais, mais de souvenir, il était dans son flop Pacifiction. Donc vraiment, putain. Mais, mais en tout cas, voilà. Moi, je sais pas si j'aime Durandal comme j'aime Antoine Goya. Je pense que je préfère un petit peu Antoine Goya par moment. Mais il y a des moments où Antoine Goya me frustre un petit peu. Il y a des moments où je trouve qu'il est trop dans son personnage. Durandal, moi, la vérité, là où je l'aime bien, c'est que vous savez, c'est le clip du mec qui dit ouais, alors certes c'est un charreau, certes c'est machin, certes c'est un sale type et tout, mais au moins c'est un mec vrai. Et moi j'ai un peu ce truc là de au moins c'est un mec vrai. Donc vraiment, il avait regardé en x2, non c'est ça. Je crois que sur la fin il regardait en x2 Pacifiction, qu'il avait trouvé ça nul, etc. Enfin vraiment c'est ça le truc. Voilà, Durandal est authentique. Moi, c'est là où je l'apprécie beaucoup et c'est là où moi je kiffe regarder ses vidéos, c'est que au moins il est vrai. Il est vrai et dans un monde où il y a beaucoup de gens qui fake leur avis, qui prennent des postures actuellement. On parlait précédemment de Régé ou d'Antoine Goya, tout ça. Je trouve qu'il y a des moments où ils fake un peu des postures et où c'est dur de gratter pour avoir la réalité. Au moins, Durandal, il est vrai. Et c'est d'ailleurs un truc qu'on va observer dans ce mini rattrapage, puisqu'on va juste regarder l'intro avant de regarder son avis spécifique sur Sinners. Alors, avis spécifique sur Sinners qui dure à peu près 20 minutes. Donc voilà, et avec une grosse partie spoiler. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu Sinners et que vous souhaitez être préservé du spoil, évitez d'être là pendant la partie spoiler, mais c'est dans la partie spoiler qu'il y aura les trucs les plus croustillants. Et par contre, le truc c'est que moi personnellement j'estime que vous pouvez regarder Sinners sans vous en spoiler. Moi je savais pas spécifiquement que c'était un film de zombies, mais en vrai vous pouvez tout à fait savoir que c'est un film de zombies avant de le lancer, et c'est très chouette aussi quoi. Donc voilà, en tout cas, on va regarder ça. Certes, c'est un raciste qui s'ignore, mais au moins il a fait pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Non, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que les pourquoi j'ai raison et vous avez tort, c'est des formats absolument solides. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il fait, au moins il fait des formats très solides, quoi, effectivement. J'aime Durandal que quand il parle de cinéma, mais dès qu'il va dans l'analyse qui sort un peu de ça, très souvent c'est catastrophique. Alors vous savez, c'est le cas de beaucoup de gens que vous appréciez qui parlent de cinéma, quoi. Donc, donc bon, moi ça m'étonne pas. C'est pour ça aussi. Film de zombies, j'ai dit film de zombies, film de vampires, pardon. Je suis désolé si je me suis trompé là-dessus, film de vampires. Mais en tout cas, du coup, on va regarder cette introduction. Avant de sauter dans l'avis sur Sinners. Et encore une fois, ça va prouver ce que je dis sur son côté très sincère. Alors. Bonjour tout le monde, Ah. j'espère que votre été se passe bien. J'enregistre cette vidéo en vérité au début du mois de juillet, donc pour moi l'été commence à peine, mais pour vous il a déjà commencé depuis quelques semaines. Ouais, ça, typiquement, cette phrase-là, n'importe quel youtubeur ne l'aurait pas dit. C'est vraiment, aucun youtubeur ne dirait ce genre de phrase-là, parce qu'en fait, c'est plus dans l'habitude des gens je vais pas dire raconter sa vie, là il a pas raconté sa vie, mais c'est plus dans l'habitude des gens que de rentrer là-dedans. Aujourd'hui, les youtubeurs cinéma sont tous des robots qui présentent des TPE globalement, très impersonnels, et Durandal au moins il a sa personnalité, donc moi je l'apprécie là-dessus. Et j'ai décidé de faire un mini rattrapage cette année. Pour une fois, j'ai vraiment voulu faire un mini rattrapage. Il y a que 10 films qui sont en sélection, et il y a 5 séries dont je vais vous parler, et je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Si la vidéo peut faire moins d'1 heure au total, ce serait parfait, ce serait nickel. Elle dure 2h10. Le montage, et je pense que je peux le faire parce que la plupart des rattrapages font dans les
3 heures à peu près, avec une 60aine de films. Donc si j'en fais 10, je dois faire, en principe, 6 fois plus court. Sinon, normalement, si tout fonctionne. C'est ça, mais bon. Donc en tout cas, au moins il est assez d'ailleurs très droit dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de dire. Donc voilà. En tout cas, moi j'y crois à la VOD de moins d'1 heure. Bon, en tout cas, là ça dure 2h10 déjà, donc je ne pense pas. Mais a priori, il y a quand même ce truc où effectivement, il est très droit dans ses avis, il est très droit dans ce qu'il dit. Alors j'ai regardé un petit peu quelques-uns de ses avis. J'ai regardé son avis sur Ballerina, il a trouvé ça chouette. Bon, moi j'ai pas trouvé ça chouette. J'ai regardé son avis sur Life of Chuck, il a trouvé ça génial. Parce que c'est raconté dans le désordre. Je me dis, ouais, bon, ça va. mais a priori, bon, il a le droit d'aimer, bien sûr. J'ai regardé son avis sur Final Reckoning, il a pas aimé parce qu'il trouve qu'il y a des problèmes de rythme. Là, je le rejoins, pas mal, hein, bien sûr. J'ai regardé son avis également sur quoi d'autre, sur Thunderbolts. Et il a pas trop aimé. Alors, il a pas trop aimé parce qu'il trouve que pour un film qui est censé représenter... alors, pareil... Avis, je résume un petit peu son avis, mais il dit que pour un film qui est censé représenter la dépression, Yelena elle sourit quand même beaucoup. Bon, c'est un petit peu, enfin, je sais pas, c'est un petit peu à côté de la plaque. J'ai pas regardé ses avis sur les séries, ou putain, son avis sur Bref 2, pardon, mais j'ai très hâte de son avis sur Bref 2. Oh, The Studio aussi, très bonne série The Studio, hein. D'ailleurs, je vous la conseille, j'ai déjà conseillé ici, mais je vous la conseille beaucoup. Mais bref, en tout cas, j'aurais cru que tu t'attendais au tournant sur Life of Chuck vu ce que tu en penses. Bah écoutez, en tout cas, moi j'ai pas aimé Life of Chuck, donc forcément quelqu'un qui aime bien et qui défend qu'il aime bien, c'est pas que je vais pas aimer son avis, mais c'est que bon, je vais pas être d'accord, quoi, c'est ça le truc. J'aimais beaucoup son format rattrapage, ça présente plein de films récents et dont on a moins parlé. C'est vrai. Bon là, il a parlé que de films dont on a beaucoup parlé, même Présence finalement, on en a beaucoup parlé. Donc clairement, s'il se reconnaît dans... Non mais attendez, faut pas rentrer dans le cliché non plus. Mais du coup, voyons voir son avis sur Sinners. On rappelle, du coup, il y a eu un extrait qui est sorti hors de son contexte, qui va être l'extrait dont je pense on va beaucoup parler. Mais moi, je veux voir son avis total sur Sinners, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il a pas fait de vlog à sa sortie. En même temps, ça me paraît tout à fait compréhensible dans sa vision, dans sa manière de voir les choses, puisqu'en fait, il se trouve que Durandal, depuis 2 ans maintenant, quelque chose du genre, il a une méthode où en fait ce qu'il fait c'est que il ne review en fait que les gros films dans l'année. Ça se voit un peu à ses miniatures, à ceux à quoi il réacte, tout ça, mais en gros bah, il ne review que les gros films de l'année et les gros films qui sont très attendus, et globalement ça veut dire que les entre guillemets plus petits films qui prennent un petit peu par surprise, ou les gros blockbusters mais qui prennent un petit peu par surprise, bah il va pas nécessairement en parler parce que bah ça l'intéresse pas trop. Donc voilà, c'est assez légitime en vrai, je comprends ce qu'il fait, pourquoi pas, et au moins ça lui permet de bosser sur les pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Je rappelle que voilà, pour Poisson en parler, je crois qu'il va sur ses 40 ans, donc quand même ça veut dire que le corps, moi je voulais mentionner au début de live, moi là actuellement j'ai une centaine de TikTok en réserve. J'ai passé ma journée hier à faire que du montage, j'en pouvais plus. Il y a quand même ce truc où moi c'est un truc que je peux faire parce que j'ai 25 ans et que mon corps est élastique globalement. C'est un truc où en vrai moi je passe parfois un peu pas forcément des nuits blanches, mais des nuits où je me couche très tard en vocal avec des potes. C'est un truc que tu peux plus forcément faire en vocal, en train de monter des vidéos à côté, etc. C'est un truc que tu peux plus forcément faire avec l'âge. Je comprends à peu près. La justification qu'il avait utilisée dans sa vidéo où il parlait de ça, c'était de dire je suis un peu comme un infirmier pendant le Covid. Je trouve ça un peu délicat, mais bon, voyons voir. Donc voilà. Et puis, effectivement, voilà, il est d'une autre génération en termes de création sur Internet. Il est vraiment dans le YouTube. Il est sur aucune autre plateforme de souvenirs. Donc voilà. Et j'ai pas envie d'être en mode la charge mentale, mais bah juste c'est une manière de justifier pourquoi il fait pas trop de vidéos en dehors, quoi, j'ai envie de dire. Mais du coup, voyons voir son avis sur Sinners. Vous pouvez toujours essayer ça, pour voir ce que ça vaut. Qu'est-ce que vous... C'est vrai qu'il est sur Dailymotion, pardon. Il est sur Dailymotion. Bonne année à tous les chayés, mais voilà. Vous en tirez, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, nous avons le fameux Sinners, réalisé par Ryan Coogler. J'ai entendu absolument tout le monde m'en parler comme si c'était le messie cinématographique, c'était le meilleur film qui était jamais sorti, ou en tout cas le meilleur film de cette année par exemple. Et personnellement, après avoir vu le film, j'étais un peu... Ça là, c'est le meilleur truc qu'on ait fait cette année. Il a le même avis que les tweetos aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment les tweetos français sont tous en mode oui bon, Sinners c'était un peu surcoté. Donc pour l'instant, moi je suis plutôt d'accord. Moi mon avis sur Sinners c'est que c'était un très bon film. Après, plus grand film de l'année,
peut-être pas trop abusé, mais c'est un très bon film. J'ai vu beaucoup de critiques, j'ai vu beaucoup de gens en parler. On va revoir également des points, comment dire, des points névralgiques un petit peu, on va dire, autour de vraiment certains éléments de l'intrigue, certains éléments dans les personnages qui peuvent être importants. On va en reparler bien sûr. Alors pour ceux, encore une fois, hein, je le dis, hein, mais ceux qui ont peur du spoil, ça va spoiler, mais j'estime personnellement que Sinners, ça se regarde aussi beaucoup pour sa mise en scène. Donc vraiment, c'est pas des points vraiment qui vont Enfin, oui, il y aura peut-être des petites surprises qui vont un petit peu sortir de là. Mais bon, j'estime quand même que le film, il est sorti il y a plus de 6 mois. Je crois, oui, c'est ça, 16 avril. Donc il y a 8 mois. C'est ça, il y a 4 mois, pardon. Mais globalement, vous pouvez regarder même sans avoir vu le film. Il va de toute manière, j'imagine, vous expliquer. Moi, j'ai pas vu son avis sur Sinners. Hein. J'ai vu juste le truc qui est sorti sur Twitter. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait grand-chose de bien cette année quand même, putain. Je dis pas que c'est mal fait, je dis pas que c'est de la merde. Je pense que j'ai beaucoup de mal avec le discours du film, que j'apprécie pas. Ah. Alors, par contre, là, autant... Alors, je veux dire, autant... Je suis un peu en mode, bon, il y a des problèmes esthétiques dans Sinners, il y a des soucis, enfin, j'ai des problèmes esthétiques, donc c'est vraiment des trucs personnels de rythme, etc. Autant au niveau du message, bon, j'ai pas grand chose à dire, mais bon, on va regarder un petit peu plus son avis. Et je trouve que le film est un peu déséquilibré. L'histoire se concentre sur deux jumeaux afro-américains qui s'appellent Smoke et Stack, interprétés tous les deux par Michael B. Jordan. Ce qui semble un peu inutile, mais il y a une notion de dualité dans le film, d'un choix entre deux camps particuliers, et donc c'est a priori... Alors, sachant qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi le rôle soit de Spock, soit de Stack était censé être campé par Chadwick Boseman avant son malheureux décès. Donc voilà, c'est aussi ça. Mais bon, après, ça fait... Je crois que c'est au niveau de la temporalité par rapport au décès de Chadwick Boseman, je sais pas si ça correspond. Mais voilà, quoi. Il a pas vu Mal d'Aurore et Little Jaffna pour dire ça. Alors Mal d'Aurore, moi j'entends que du mal, donc je sais pas trop, mais Little Jaffna c'était super, hein, bien sûr. Mais oui, en tout cas, on a fait vraiment beaucoup de... Enfin, ça a été quand même une bonne année, hein, bien sûr. Moi, je retiens ça. En termes d'expérience cinématographique, il y avait des super films, donc voilà, au moins ça. Après, il y avait pas Enfin, c'est un peu le reproche qu'on peut faire à cette année-là. Il y avait pas des grands films comme l'année 2024, notamment avec La Zone d'Intérêt, Les Chambres Rouges. Moi, j'adore Flow également, donc voilà. Mais moi, Mal d'Aurore, j'en ai pas entendu du bien. Donc voilà, Mal d'Aurore c'est nul à chier, Mal d'Aurore c'était cool. Bon, décidez-vous, mais voilà. Ça, qui a ce personnage qui s'est dédoublé. Ça se passe dans les années 30. Les deux jumeaux sont partis à Chicago pour essayer de faire leur vie et ils reviennent dans leur petite ville natale, dans laquelle il y a notamment énormément de champs de coton, puisqu'on est dans le Mississippi, il y avait des plantations de coton, etc. Et il y a encore beaucoup d'Afro-Américains qui travaillent dans les champs et qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc., etc. Et donc eux débarquent en roulant des mécaniques avec leurs beaux costumes et leurs beaux machins. Ils se sont fait un peu d'argent à Chicago et ils viennent faire une fête, enfin pour créer en tout cas un établissement dans lequel tout le monde pourrait se retrouver pour faire la fête. Et ils vont notamment y inviter celui qu'ils appellent Preacher Boy, qui est leur cousin, qui a tout un texte mythologique au début, qui parle d'êtres qui sont capables de créer une musique si incroyable et si pure, de faire de l'art en général si incroyable et si pur, que ça peut soigner leur communauté, ce qui est une drôle de chose à chercher, enfin, c'est une drôle de notion, mais ça s'accroche au... A priori, c'est juste la notion la musique peut traverser le temps. Moi, ça me paraît pas non plus... extrême, j'ai envie de dire. Enfin, ça me paraît tout à fait légitime de la part de Sinners, notamment dans la culture noire américaine où la musique noire américaine a tellement tout influencé, évidemment. Le rap, le hip-hop, le jazz, alors pas la country, mais en partie même. Le gospel, évidemment. Enfin, vraiment, moi, ça me paraît pas trop déconnant que si tu fais un film qui parle du rapport qu'ont les Noirs américains à leur communauté, l'électro aussi, oui c'est vrai, mais à leur communauté, mais également aux autres également, et particulièrement aux blancs du coup à côté. Le mettre sous le filtre de la musique, ça me paraît pas déconnant, surtout si tu fais un film de cinéma, pourquoi pas. Contexte général, mais leurs talents ont aussi pour effet secondaire d'attirer les dangers et notamment des démons, puisque Sinners est un film de vampires. Alors, un peu particulier, ça. Alors, il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, qui a été écrit par Tarantino, où au début c'est complètement autre chose, et d'un seul coup à la moitié ça devient un film de vampires avec des explosions un peu partout, etc. Oui. C'est un peu ce principe-là. Et ça a été beaucoup comparé à Une Nuit en Enfer. Moi j'ai toujours pas vu Une Nuit en Enfer, donc voilà, de Robert Rodriguez, moi j'ai toujours pas vu, donc voilà, faudra que je mate un jour. Donc pendant l'inauguration de leur sorte de bar, on va dire, ou de boîte de nuit qu'ils ont créé dans le truc, c'est un nom particulier, mais je me souviens plus de comment ça s'appelle, le groupe d'Afro-Américains va être menacé par un groupe de vampires. Et donc quand le film s'est terminé, je vous avoue que j'étais un petit peu paumé parce que je comprenais pas ce que le film essayait de faire. Il y a un gamin qui doit faire un choix entre la religion
et les gangsters. Oui, ce qui me paraît... c'est la même chose que dans genre Les Affranchis, des trucs du genre. Enfin, c'est vraiment un truc très scorsésien, c'est vraiment très légitime. Bon, bah, en tout cas, bon, ça rejoint une partie de mon analyse, mais je vais en parler dès qu'on sera passé à la partie la partie qui a tourné, quoi. Il y a une notion de famille et de lien entre les gens qui est vachement centrale. Il y a une notion de communauté qui est également extrêmement centrale. Les Afro-Américains sont menacés par des vampires qui sont à la base, en tout cas, intégralement blancs. Et le Irlandais. Alors c'est là où il faut quand même préciser, c'est à la base des Irlandais. C'est un truc qui est très important dans l'intégration particulièrement des Noirs américains. Enfin, c'est une analyse, vraiment, c'est l'analyse Twitter 101 qui est sortie un petit peu, parce que moi aussi j'étais en mode bah oui c'est des blancs, mais en fait après j'ai compris que c'était des Irlandais et j'ai lu un petit peu sur le rapport aux Irlandais quand ils sont arrivés aux États-Unis. C'était clairement de s'intégrer en fait aux autres et de paraître pour blancs, même si à la base ils étaient aussi pas mal ségrégationnés, enfin comment dire, mis à l'écart et ostracisés globalement, tout comme bah, nous typiquement en France on avait ce rapport là avec les Italiens, vous savez, ce genre, alors déjà il y a eu un film sur ça, mais ce genre d'affiche et d'écriture avec écrit interdit aux chiens et aux Italiens, où bah, voilà, et c'est un rappel évidemment que les gens, le racisme c'est pas qu'une histoire de couleur de peau, c'est aussi tout simplement une histoire de ségrégation de l'autre. Je veux dire, moi personnellement je suis juif. Pour autant, j'ai l'air blanc comme un cul. Et c'est un truc qui se voit pas, mais il y avait pendant un temps des trucs de mesure de crâne, etc. Enfin voilà quoi. Le film, à certains moments, part dans des délires monstrueux. C'est-à-dire que quand Preacher Boy commence à faire sa performance dans leur boîte, d'un seul coup, t'as toute une séquence qui est magnifique, ultra bien tournée, avec une caméra qui se faufile. Ce qui pour moi est la séquence où je me suis dit devant le film, oh putain ça se réveille. Et après le film commence à partir vraiment dans des trucs super chouettes. Mais c'est vrai que moi j'ai un problème avec le début, je trouve les 45 premières minutes de Sinners, où je trouve que ça passe beaucoup de temps. Et en vérité, enfin moi j'aurais... peut-être même virer les 45 premières minutes, parce qu'en plus sur la suite ce qui m'a gêné c'est qu'il y avait beaucoup de flashbacks, et moi je suis en mode bah en fait si tu vires les 45 premières minutes, bon voilà, je vais pas refaire le film à ma sauce etc, mais globalement il y a quand même ce truc où si tu vires les 45 premières minutes de Sinners et que du coup il y a juste des flashbacks de ce qu'il y avait avant, bah, le film il se tient à peu près. Ou alors tu vires les flashbacks après, mais je trouve que c'est un petit souci. Fil qui virevolte au milieu de la foule, et des tonnes d'artistes afro-américains ou noirs en général de toutes les époques qui commence à apparaître au milieu du truc, et il y a une sorte de gigantesque jam session entre le Preacher Boy qui chante, un DJ qui commence à faire du scratch et du mix, t'as une danseuse qui est étoile qui commence à débarquer au milieu du truc, Moi perso j'ai adoré le premier acte, enfin un film qui prend le temps de s'attacher au cast avant de balancer la sauce. Bah en fait c'est que pour moi il a un peu le cul entre deux chaises, je trouve que ça aurait été un poil plus long dans son exploration des personnages, dans l'exploration de chacun de ces personnages. Typiquement il y a un couple de personnes asiatiques, je sais plus exactement de quel pays, qui est là, et en fait j'aurais adoré que ça explore vraiment bien d'où ils viennent, alors que typiquement la personne où visiblement il y avait une relation, je sais plus si c'est entre Smoke et Stack, quelque chose du genre, qui vont voir, et qui en fait c'est la personne qui dit à la fin, enfin c'est la personne qui dit à un moment que c'est des vampires et que du coup il faut de l'ail etc, et qui donne un peu tous les tips pour combattre les vampires. Là c'est très très exploré, c'est vraiment très et même c'est quand même un peu dans la nuance aussi, c'est vraiment chouette là-dessus, mais je trouve que l'exploration de certains autres persos c'est vraiment fait à la légère. Le mec qui bosse dans le champ de coton, qui prennent et qui sont en mode ah blé viens, et en fait il vient et puis voilà. Bon, c'est un perso, c'est un no-name, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Mais globalement, c'est un peu déséquilibré, je trouve, à ce niveau-là. Donc voilà. Un rocker dans ce genre-là, enfin, c'est un espèce de grand délire comme ça. Et quand le film s'est terminé, je vous avoue que je comprenais pas au final ce qu'il avait essayé de dire, ce qu'il avait essayé de montrer. Et si je comprenais quelque chose, ça me semblait pas ouf. Ah. On va passer à une section spoiler, parce que je peux pas vraiment aborder ça sans vraiment spoiler tout ce qui se passe dans le film. Évidemment, et je rappelle les gens, en soi, le plot de Sinners, il est assez classique. Je pense que voilà, il n'y a pas non plus de truc qui soit vraiment très gênant à spoiler, hein. C'est un film, vous savez à peu près comment il finit, vu son pitch comme ça, quoi. Vous savez qu'il y aura d'autant plus que, je vais dire, quand même le souvenir que j'ai sur le début, c'est que je suis en mode, il y a 3 intros différentes. Il y a une intro sur un truc en mode un peu lithographié, et la section racisme arrive. Non les gens, mais il y a un truc un peu lithographié
qui est très joli d'ailleurs, mais qui du coup est répété plus tard avec une voix off où je me dis putain, mais du coup pourquoi tu le répètes? Il y a la fin du film également, enfin tu sais exactement qui survit en fait dès le début, dès la seconde scène du coup du film, et après il y a encore une autre intro. Donc voilà, il y a quand même ce truc où moi perso, j'ai quand même cette impression que a priori, il y a beaucoup, enfin encore une fois, vous savez déjà comment ça se finit hein, ce film-là. Vous savez déjà qui survit en fait. Mais bon, rentrons dans la partie spoiler. Vous savez du coup que c'est Preacher Boy qui est le seul qui survit à toute cette scène-là, à toute cette entourloupe-là, même s'il y a une scène post-générique un petit peu, enfin voilà, mais vous savez ça. Et j'ai vraiment envie d'essayer d'en parler un petit peu, j'essaie d'avoir vos opinions aussi par exemple sur ce que je dis et confronter absolument le truc. Il a aimé la fin de Black Panther car il s'assimile à l'Occident, c'est même pas le message. Et c'est vrai que oui, Black Panther, pour ceux qui font des accusations de Dudu et raciste, je rappelle quand même que Black Panther était dans son top 1 2018. Et je rappelle quand même qu'il a une dent de requin qui vient de... Pardon, mais quand même, je rappelle ce truc que, effectivement, moi je prête pas des intentions de racisme juste parce que vous avez pas aimé tel film, tout ça. Vous pouvez être suspect et suspicieux, mais voilà, a priori, tout comme je vais pas prêter des accusations, je sais pas, d'antisémitisme parce que vous avez pas aimé la liste de Schindler, quoi. C'est quand même ça. Un peu genre juste ils ouvrent leurs frontières. En fait oui ils ouvrent leurs frontières. Enfin oui voilà c'est plus mondialiste que s'assimiler à l'Occident. C'est plus du maintenant on va s'ouvrir aux autres et ce qui est un peu bon en plus défait le propos par rapport au personnage justement de Michael B. Jordan d'Eric Killmonger. Mais effectivement c'est un petit peu compliqué quoi. Donc oui non mais t'inquiète il y a pas de souci. Mais en tout cas c'est vrai qu'il y a ce côté où moi je dirais pas que Dudu est raciste, je dirais pas que Dudu est vraiment paternaliste ou des trucs du genre, parce que voilà, je vois que le tweet tourne beaucoup, avec beaucoup de gens qui l'accablent évidemment, mais je veux dire, je vais pas non plus dire qu'il est raciste, qu'il est fondamentalement raciste, en tout cas c'est pas ma place que de dire ça, personnellement, donc voilà. Non mais... J'étais aussi même si, alors attention, là où je vais un petit peu me contredire, c'est que j'avais vu, enfin, c'est pas la première fois qu'il y a des propos un peu bizarres, notamment, alors bon, c'est l'introduction, c'est la blague, hein, évidemment, c'est la blague, les gens, et je pense que, c'est sorti quand d'ailleurs, Get Out, ouais, voilà, c'est sorti à peu près à cette époque-là, donc je pense qu'il avait des professions de foi chez lui, donc voilà, c'est la blague du début, mais il y a quand même ce truc où il y a eu un moment dans sa review sur Get Out, qui moi personnellement m'avait beaucoup marqué à l'époque déjà, et où il y a ce petit texte sur le côté qui passe un petit peu inaperçu, et où en fait globalement moi c'est là où aussi je rentre dans quelque chose de très, je trouve ça bizarre, c'est que en gros, généralement il fait ça, hein, Durandal, c'est qu'il termine ses critiques et en fait il trouve, soit il a dit une petite connerie tout ça, mais soit il rajoute des petits trucs à côté. Mais alors, ce qu'il dit là, c'est que... ce qu'il rajoute à côté, c'est... Petite astuce lourde de sens. Donc, on parle du film Get Out, hein, de Jordan Peele. Petite astuce lourde de sens. Le film aide la partie masculine du public à s'identifier à Chris en le montrant se raser le matin. C'est efficace car très quotidien et c'est fou, mais je me souviens pas de beaucoup de films où on voit un héros noir se raser, surtout dans l'horreur, où ils sont rarement les héros. Ils meurent vite et on a plus des héroïnes, des geeks, des machos ou des mecs sans personnalité. Donc ouais, c'est un truc aussi quotidien, aussi rare au cinéma pour un noir, c'est lourd de sens. Bien joué Jordan, Mr. Peele. Bon, alors je vois où il veut en venir, je vois où il veut en venir, mais moi le résumé que j'aurais c'est ah oui mais il se rase la barbe et du coup ça l'humanise, que je trouve un petit peu aussi bizarre quand même. Mais je vois à peu près où il veut en venir effectivement il faut enfin de toute manière toute la critique qu'on pourrait faire à Get Out c'est de dire que et c'est toute la critique qu'on peut faire d'ailleurs au manque de nuances, enfin je me souviens, on en avait parlé ici, ce côté, est-ce qu'on peut mettre de la nuance dans les films de cinéma, et est-ce que quand on montre quelqu'un qui se fait ostraciser, il faut nécessairement le montrer comme une personne parfaite, etc. C'est un peu... d'ailleurs, c'était un débat qu'on avait eu sur le Discord par rapport à l'histoire de Suleiman. Il y avait quelqu'un sur le Discord qui disait que pour lui, l'histoire de Suleiman est un film de droite, parce que globalement, ce que ça montre, c'est qu'il faut être un immigré absolument parfait pour pouvoir s'intégrer à la France, et ne vraiment jamais faire de couac sur le côté, et ne vraiment être parfaitement dans les lignes pour pouvoir s'intégrer. Et ça veut dire que les immigrés qui feraient même pas autant d'erreurs, même pas plus d'erreurs
que les personnes blanches, etc., ne peuvent pas s'intégrer à la France et qu'il faut vraiment être tout à fait parfait pour s'intégrer à la France. C'est un peu la critique qu'on pourrait faire aussi à Get Out, c'est que c'est le parfait petit, c'est la parfaite personne, entre guillemets. Donc voilà, c'est pas bizarre faire d'un personnage autre chose qu'un outil narratif, ça l'humanise un peu plus. Bah oui, non mais je vois où il veut en venir, c'est juste que c'est une petite remarque qui fait un peu bizarre comme ça, mais surtout de le rajouter, d'insister là-dessus, etc. Et en vrai, c'est aussi comment dire, tout le débat qu'il y avait autour de Get Out, c'était de se dire est-ce que Jordan Peele, et c'est le débat aussi autour de beaucoup de réalisateurs noirs, j'ai l'impression, particulièrement aux États-Unis, parce que bon, il y a pas beaucoup de réalisateurs noirs en France, hein, malheureusement, mais c'est aussi le débat autour de beaucoup de réalisateurs noirs aux États-Unis, c'est est-ce que c'est plus des noirs ou des bourgeois. Je sais qu'il y a beaucoup ce débat-là autour de Spike Lee, typiquement, c'est de savoir est-ce que c'est plus une personne noire ou plus une personne bourgeoise. Bon, moi je trouve que c'est des débats, j'ai pas à aller dedans, mais clairement, pour moi, il y a quand même ce côté où ça fait une petite remarque un petit peu en mode il y aurait besoin de ça pour que le public masculin s'identifie à une personne noire. Il y aurait besoin de le montrer, faire quelque chose de quotidien, et c'est remarqué comme la seconde venue du Christ. Moi je trouve ça un petit peu exagéré, mais à la limite, bon, c'est là au moins il apprécie ça, quoi. Il y a le bon et le mauvais noir, oui, c'est un petit peu ça. Et le bon noir il se rase le matin, le mauvais noir il dit de la drogue, des trucs du genre, quoi. On peut aussi exprimer le fait que même des figures modèles se font écraser comme ça. Bien sûr. Mais après, en fait, c'est plus un problème de corpus globalement du cinéma, c'est que il n'y a que la figure du parfait, que ce soit le parfait immigré, que ce soit la parfaite personne ostracisée et la parfaite minorité comme figure. En fait, il y a rarement des figures vraiment de personnalité qui seraient un peu, comment dire, qui feraient un peu parfois des mauvaises actions et qui seraient même pas considérées comme des mauvaises actions, mais qui feraient un peu des actions de merde, entre guillemets, quoi. Même avis que Arcade sur JDG, il a des avis un peu beaufs, quoi, mais qui se veulent très surplombants sur certains trucs. Bah, un petit peu. Après, il est de moins en moins, hein, quand même, tout de même, on peut se le dire. Mais du coup, voilà, je souhaitais rappeler ce truc-là, et du coup, là, on va rentrer dans la partie spoiler. Avec Nope, quand j'avais terminé Nope, opinion aussi, par exemple, sur ce que je dis, et confronté à plus mon truc. C'est marrant, mais j'étais aussi perdu avec Nope, quand j'avais terminé Nope. Ces deux films... Bon, il y a une vidéo d'Antoine Goya qui parle de l'identification aux personnages dans les films et il explique qu'on s'en fout du sexe ou de l'ethnie. Ce qui compte, c'est les actions, les idées, le mode de vie, etc. Et ici, c'est un bon exemple que souligne Durandal. Il n'y a rien de problématique, c'est grave de faire des raccourcis comme ça. Non, mais évidemment, il y a ce côté où effectivement. Après, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec cette question-là de l'identification. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc où je pense que de manière générale, il y a beaucoup de gens qui sont à peu près. Enfin, je vois où va Durandal évidemment, mais où va Durandal et où va Antoine Goya aussi évidemment. Mais il y a quand même ce truc du comment dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'identifier à des personnes, à des personnalités noires parce que bah c'est un peu trop des blancs quoi. C'est un peu ça. Donc bon. C'est un petit peu ça. Et après, moi je suis d'accord, hein, l'identification dans un monde idéal, personne, tout le monde arrive à s'identifier avec tout le monde. Moi je suis arrivé à m'identifier aux personnages dans les ailes du désir, même si c'est un contexte sociopolitique qui est tout à fait différent, juste parce que c'est des petites actions du quotidien et qu'il y a des petits trucs comme ça. Et après, l'idée aussi quand même du cinéma, c'est d'arriver à s'identifier et d'arriver à comprendre comment dire, d'arriver à comprendre les actions du personnage. Je pense que c'est ça. Donc bon. Réalisé par des réalisateurs afro-américains qui essayent avec Nope un petit peu, j'essaie d'avoir vos opinions aussi par exemple sur ce que je dis et confronter à plus mon truc. Au moins il est quand même assez ouvert au débat. Moi c'est là aussi où je trouve que les gens abusent avec Durandal, c'est que quand même il y a aussi ce truc du comment dire, il y a aussi ce truc où il est assez ouvert au débat, il est assez ouvert au fait que globalement il y a beaucoup de gens qui seraient qui aurait des opinions différentes et il est ouvert au fait de comprendre Sinners. Donc c'est quand même, moi c'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a des gens, ils lui sautent dessus au lieu d'essayer peut-être un petit peu d'expliquer ce qu'il n'aurait pas compris. Je pense aussi que Durandal est peut-être assez seul, je sais pas exactement, mais voilà, c'est assez facile de lui taper dessus quoi. Voilà, dans un monde idéal, quand 80% des persos principaux des blockbusters ont la même sociologie, ça aide pas à construire une vision du monde bien riche. Bah oui, et
enfin, vous savez, les exemples aussi, ils sont assez légion de gens qui disent que y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aller voir un film réalisé, enfin, avec un noir américain en tête d'affiche ou avec une femme, etc., quoi. C'est quand même aussi une sorte de problème, bien sûr. Mais après, il faudrait rentrer aussi particulièrement dans les films pour essayer de comprendre. Enfin bref. Moi, je vous avoue que la beauté du cinéma, j'ai envie de dire, c'est d'arriver à s'identifier à genre un ballon ou je sais pas, un jouet dans les Toy Story, on arrive à s'identifier à eux. C'est quand même ça, quoi. Après, est-ce que les gens veulent débattre avec Durandal? Ouais, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que là, il prend une position de essayer de m'expliquer en commentaire. Peut-être que j'ai pas compris certains trucs. La vérité, sur Twitter, il est un peu moins, il est un peu moins sympa par moment, quoi. Et un peu moins dans la critique qui peut être. En fait, c'est aussi ça, c'est que moi, je sais pas exactement si les critiques qu'on peut faire à Durandal sont souvent constructives ou pas. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui vraiment ne lui répondent pas de manière très normale, j'ai envie de dire. C'est le propos de Rubber, tout à fait. C'est qu'on arrive à s'identifier à cette petite boule, ce slime bizarre. Donc voilà. C'est marrant, mais j'étais aussi perdu avec Nope quand j'avais terminé Nope. Ah. C'est 2 films réalisés par des réalisateurs afro-américains qui essayent à fond de mettre l'accent sur le côté afro-américain, et j'ai l'impression que parfois ils veulent dire tellement de choses qu'ils en sortent des films qui sont complètement confus et qui sont compliqués à comprendre. Alors, en fait, je pense que le problème est peut-être ailleurs, parce que autant, bref, mais je pense que le problème est peut-être ailleurs, c'est pas grave, mais en fait, c'est pas nécessairement. Ah, je confonds avec Flubber, pardon, je confonds avec Flubber. Mais oui, Rubber, oui, c'est le pneu, pardon. Je suis désolé, je suis con. Mais, mais oui, dans Rubber, c'est tu t'identifies à un petit pneu et tu comprends pas exactement ce qu'il fait, donc voilà, désolé, j'ai confondu. Mais globalement, il y a quand même ce truc où, moi là où, comment dire, ce que je regrette, c'est que en vrai, enfin, il y a quand même ce truc où tu peux comprendre un film et ne pas l'aimer, c'est pas nécessairement parce que t'as pas compris. Moi, c'est pour ça aussi que, moi, généralement, les films que je n'ai pas compris, je peux pas totalement m'exprimer sur si j'ai bien aimé ou si j'ai vraiment détesté. Généralement, un film que je n'ai pas compris, je vais pas le détester. Je peux l'apprécier parce que ça m'a fait ressentir des émotions. Je sais que Alpha, je suis sorti de la séance et je me suis dit, putain, j'ai pas tout compris. Mais quand même, j'ai adoré la sensation, etc. Et je me suis beaucoup renseigné sur ce qui s'était passé, sur le contexte de production, j'ai lu des interviews du Jadu Cournot, tout ça, il y a des interviews où j'étais pas d'accord avec ses visions des choses, etc. Mais il y a beaucoup de moments où je suis en mode, bah en fait, ce que j'ai compris, ok, c'est à peu près ce que j'avais en tête, mais il y a quand même des moments où ce que je voyais, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que j'avais, ça que je pensais lorsque je voyais le film? Bah pas du tout, les interviews m'ont beaucoup éclairé sur un rapport, effectivement. Mais il y a quand même ce truc où je pense qu'on peut comprendre un film, et ne pas l'aimer, c'est pas très grave, hein, bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, je suis dans la voie de se dire, moi j'ai bien compris l'arnaque actuelle quand j'ai vu Nope. Voilà, il y a aussi ce truc un film, tu peux tout à fait le comprendre et passer à côté. Moi, Weapons, j'estime l'avoir compris. J'estime avoir compris là où ça voulait aller, dans le message sur les school shootings, dans le message sur la paranoïa, dans un message même post-Covid, etc. Un message même sur la vieillesse, tout ça. Enfin, je vois tous les thèmes qu'il y a. Pour autant, ça m'a fait ni chaud ni froid, et je trouve que ce que ça dit en tant que tel n'est pas très intéressant. Donc voilà, c'est aussi ça, et tu peux tout à fait avoir cette vision-là du cinéma, et te dire, bon, j'ai compris ce que ça voulait dire, et derrière, je suis pas d'accord. Après, tu peux avoir compris, être tout à fait d'accord, trouver que c'est un bon moyen, je veux dire, Nope, typiquement, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un très bon film, et voilà, je vais pas taper dessus, je trouve que c'est vraiment super chouette. Et je trouve que c'est un film où en soi, il y a des trucs à en dire, il y a des trucs à analyser, mais c'est un peu ce truc je pense qu'il y a des trucs où en soi, ça essaye d'être plus haut que ce que c'est vraiment, quoi. Puis on a aussi le droit de faire des films pas destinés à tout le monde. L'universalisme peut être secondaire à une démarche artistique à mes yeux. On va y revenir. Mais je crois que j'ai fini quand même par comprendre ce qu'il essayait de dire avec Sinners. Alors, il me semble que Sinners, en fait, est en règle générale une ode à la communauté afro-américaine. Ouais. Et ces mots sont... Ça, c'est un peu... Enfin, je pense qu'on peut être d'accord, c'est que c'est un film vraiment noir américain. D'ailleurs, il y a un vrai truc, c'est que je crois que Sinners... J'ai pas analysé les chiffres du box-office, mais je crois que Sinners est un phénomène vraiment... pas exclusivement, bien sûr, mais est un phénomène extrêmement nord-américain. C'est-à-dire que c'est un film qui a pas très très bien marché en France. C'est un film qui a pas très bien marché
en dehors des États-Unis. Il a fait 1 million d'entrées, parce que ça reste un blockbuster, bien sûr. Mais là, je regarde un petit peu les chiffres. Et en fait, c'est un film, il a fait 278 millions aux États-Unis. Et il a fait 365 millions à l'international. Donc, je vais juste regarder un petit peu pour voir un petit peu le rapport de force, entre guillemets. Mais c'est un film qui a fait quasiment les 3/4 de son box-office aux États-Unis. Ce qui généralement, enfin, je veux dire, généralement, le box-office pour des films ricains comme ça, blockbuster, c'est à peu près 50-50. Alors ça commence un petit peu à baisser, 60-40, parce que il commence à y avoir des gros, enfin, la Chine commence à un petit peu se refermer, le Covid a beaucoup tué le cinéma un petit peu partout dans le monde, donc forcément il y a un petit peu de ça, mais il y a quand même ce truc où, a priori, c'est quand même très très large. Et si on compare, par exemple, moi j'ai envie de comparer un petit peu avec le film précédent de Ryan Coogler, qui était du coup Black Panther 2. Moi, je veux voir un petit peu ça. Ça se trouve, ça va pas du tout m'arranger. Mais en gros, non, quand même. Moi, je suis désolé, mais le film précédent de Ryan Coogler, il a fait 453 millions d'entrées pour 859 millions à l'international. Donc, c'est quasiment 50%. Il y a quand même ce truc où, a priori, je pense quand même qu'on peut se dire que c'est vraiment pas la même chose et que c'est vraiment pas le même rapport au box-office, quoi, entre un film qui rapporte 50% sur le territoire ricain, ce qui est tout à fait légitime pour un blockbuster ricain, et un film qui rapporte les 3/4 sur le sol américain. C'est vraiment pas la même chose. Et je pense, voilà, le film a peut-être pas très bien marché. Je crois pas qu'il ait très bien marché, malheureusement, Sinners en Chine. Il me semble qu'il y a un très très gros marché, hein, bien sûr. Je vois, voilà, qu'il a fait quand même pas mal d'entrées dans des pays européens. Il a fait pas mal d'entrées au Brésil, disons. Mais voilà, il y a quand même ce truc où, a priori, c'est pas un film qui a énormément marché en dehors des États-Unis. Donc ça rentre un petit peu dans ce qu'il veut dire. Moi, je suis d'accord avec lui dans le côté ode aux Afro-Américains. Pourquoi pas? Peut-être, voilà, Ode effectivement, faut voir un petit peu le terme, bien sûr. Après Black Panther 2, il y avait la licence Marvel pour le porter à l'international. C'est vrai. Mais je crois que j'ai fini quand même par comprendre ce qu'il essayait de dire avec Sinners. Il me semble que Sinners, en fait, est en règle générale une ode à la communauté afro-américaine. Ouais. Et ces mots sont importants, communauté afro-américaine. Quand t'es une communauté, ça veut dire que t'es un groupe dans un autre groupe plus large. Sinon, tu fais juste partie du même groupe. Il y a donc tout un truc qui tourne autour de valeurs extrêmement afro-américaines. Bon, ça tourne autour de l'esclavage, on voit des noirs dans un champ de coton, donc ça montre aussi leurs origines et comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Ça te montre notamment l'importance de la religion chez eux. Le film s'appelle Sinners, par exemple, en partie parce qu'on parle de vampires damnés, mais même le personnage principal s'appelle donc Preacher Boy, le fils du prêtre, en gros, et donc son père est le prêtre ou le pasteur, je crois que c'est pasteur plutôt Preacher, et donc il doit faire un choix entre suivre ses cousins gangsters ou la voie de la religion qui est proposée par sa famille, notamment son père. Les gangsters, du coup, il y a quand même un côté... Les gangsters afro-américains sont un symbole assez marqué. Pas pour dire que tous les afro-américains sont des gangsters, mais... Il s'est rattrapé. oui, le gangster est souvent la façon la plus courante de représenter les afro-américains dans certains types de films et à une certaine époque. Ça se fait de moins en moins en ce moment, il y a de plus en plus de diversité dans tous les rôles, mais à une certaine époque, notamment, quand tu avais un black à l'écran, c'était un gangster. Alors, je sais, ça a été remarqué par des gens, il y a des gens qui disent black, tout ça, voilà, bon, c'est... Il a 40 ans, les gens. Enfin, voilà. Mais bon, allez, pourquoi pas, allez, bon. Mais c'est aussi une figure, tout simplement, de la marginalité, où t'es obligé de... Enfin, parce que du coup, on sait pas exactement ce qu'ils ont fait à Chicago, on peut s'imaginer qu'ils ont fait un petit peu du sale, etc. C'est aussi la figure, tout simplement, de la personne qui est obligée, quelque part, de faire carrière il a pas dit le N-word. Non mais les gens, le niveau est bas. Mais c'est aussi cette figure tout simplement. Enfin moi je me souviens de ces paroles de Sosomanes qui disait alors putain. Alors je vais devoir parler arabe, je suis désolé. T'as fait... en gros, il disait tu fais de l'argent khlam, je l'investis dans le halal. Donc en mode je fais de l'argent sale, je l'investis dans des trucs qui sont bien, entre guillemets. C'est ça un petit peu. Donc voilà. Mais c'est ça un petit peu les propos qu'il peut y avoir de la part de Sosomanes. Et j'ai l'impression que Sinners rentre un petit peu là-dedans. C'est-à-dire dans ce côté... J'ai fait de l'argent en faisant des trucs un petit peu sales de gangsters, tout ça, avec en achetant des flingues, en montant en grade, mais dans une vision qui n'est pas du tout la vision de la bourgeoisie, ou en fait en faisant des choses un petit peu sales, on sait pas exactement ce qu'ils ont fait, je sais pas, des tueurs à gages, drogue, etc., passage de drogue, mais bon, on n'imagine pas, surtout que là c'était une époque où en soi je sais pas du tout ce qu'ils faisaient les gangsters à l'époque, mais... Pourquoi pas, je veux dire, c'est quand même un truc de marginaux, de ne pas pouvoir... je fais des trucs un peu malsains, comme dirait un autre rappeur français, tout à fait. Mais
il y a quand même un truc de... Mais là, c'est malhonnête, on est en train de réacter pour attendre la petite bête, le dérapage de Dudu pour le taxer de raciste. Bah non, moi, justement, je suis pas du tout en train de le taxer de raciste. Je suis en train d'analyser ce qu'il est en train de dire. Il est en train, justement, d'être dans une figure d'ouverture, de dire, dites-moi si j'ai pas analysé des conneries, tout ça. Non, les gens, moi, je suis pas du tout dans un truc du je veux voir quand est-ce qu'il dit une connerie, etc. Je sais qu'il y a un extrait qui a tourné, donc je suis pas bête. Mais je pense que les extraits qui tournent de toute manière, il y a des gens qui se sont repris pour pouvoir en parler, etc. Donc ça, je le sais, bien sûr. Vous vous souvenez de la critique que j'avais faite du film American Fiction? Ils en parlaient dans leur critique en règle générale sur comment est-ce qu'on aborde les Afro-Américains. Qui est pas un très bon film American Fiction, mais à la limite, ce que ça dit est plutôt intéressant dans le côté où, effectivement, un noir dans ce que montre American Fiction, c'est en fait un auteur qui fait des bouquins et qui est aussi à côté professeur d'anglais, je crois, et qui en fait, ces bouquins, ils marchent jamais. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment, il se dit, bon, je vais écrire un bouquin de noir, entre guillemets. Donc c'est-à-dire il écrit un bouquin qui se passe dans le milieu avec du trafic de drogue, avec que du parler vraiment très gangster, etc. Et le bouquin d'un coup est un succès parce que les gens se disent ah trop bien, une personne une personne qui sait de quoi il parle, etc. Sauf que lui il a jamais vécu ça. Il était totalement juste vraiment ce petit ce petit professeur qui vraiment est très érudit, qui vraiment a pas du tout vécu ce genre de truc là. Et voilà, j'avais adoré ce film. Bah moi je sais que je l'avais trouvé assez plat au niveau de l'image, mais le message m'avait pas non plus trop déplu. Je sais que la fin, je crois que la fin il y a un côté un peu brisage de quatrième mur, etc. qui m'avait pas non plus, j'avais pas trouvé ça très très malin. mais voilà, mais c'est globalement ce truc là du j'ai pas vécu ces trucs là, mais on m'oblige, en fait c'est là où le film il est plutôt malin, c'est ce côté on m'oblige à être à être dans ma place de je suis un noir donc je suis forcément ça. Ce qui est un petit peu, ce qui est un message assez bien trouvé, hein. D'ailleurs je crois que c'est une adaptation de bouquin si je me trompe pas, ce qui est un message voilà très très bien trouvé, mais globalement je sais que j'ai trouvé le film assez terne en fait au niveau de l'image, et j'ai pas aimé la réalisation, j'ai pas aimé comment ça... Enfin, je sais qu'il y a des scènes de souvenirs, il y a des scènes un peu de rêve entre guillemets qui sont plutôt rigolotes, où en fait il s'imagine le film en question. Salut Happy, salut NFT. Mais il s'imagine son bouquin en fait, et il s'imagine du coup de manière filmée, etc. Et c'est là où je trouve que le film, c'est une bonne idée, mais assez mal exécutée, je trouve, où en fait ça aurait pu aller plus dans le film noir, plus dans une caricature vraiment, mais en fait ça va pas assez loin, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, ça a tellement la gueule du film Letterboxd par défaut. Mais le film a été reconnu uniquement parce qu'il était nommé, je crois vraiment meilleur film aux Oscars, des trucs du genre, et genre meilleur scénario. Je crois qu'il a remporté meilleur scénario adapté, si je me trompe pas, la même année où il y avait Anatomie d'une chute, tout ça, donc moi je l'avais rattrapé pour ça. Mais clairement pour moi c'est un film OZEF qui est sorti chez nous sur Prime Video, qui est même pas sorti en salle. Clairement je suis passé à côté et je me suis dit oui bon c'est sympa au niveau du message, mais esthétiquement je trouve qu'il y a des problèmes, donc voilà. Et notamment dans les 3/4 des films c'était des gangsters et des mecs de banlieue et des mecs en train de faire des deals et des machins en genre là, et rarement des gens juste installés dans une vie normale de tous les jours avec un boulot lambda et plan etc. Après quel est le rapport avec Sinners? Moi je suis en mode oui Anatomy il a eu un meilleur scénario original, c'est que je vois le rapport un petit peu éloigné avec Sinners du bah oui on met souvent les clichés autour des noirs américains, c'est de parler vraiment du côté très comment dire, très les gangsters, mais aussi le rapport à la religion, mais aussi le rapport à la musique, tout ça. Bon, je vois le truc, mais après, c'est un rapport un petit peu éloigné, mais bon. C'est pas un portrait très diversifié de la communauté, quoi. Et le truc vraiment qu'ils apprécient, qui les marque dans leur communauté, c'est notamment tout le côté artistique, tous les artistes afro-américains qui se sont fait remarquer, qui ont fait des trucs importants, notamment par exemple... Pour moi, la religion dans Scénar, ça représente plus le côté normatif sociétal avant même la spiritualité ou le rapport à Dieu, ce qui rend d'autant plus intéressant l'opposition avec Smoke et Stack, qui représente la transgression et l'affranchissement des normes. Oui, c'est vrai, il y a ce côté... c'est plus vraiment ce côté vouloir être dans son coin, faire ses trucs dans son coin, ça je vois à peu près le truc. Mais ça rejoint un petit peu la critique qui va faire d'ailleurs, hein, on va regarder après. Ryan Coogler lui-même,
le réalisateur qui a fait Black Panther et qui était un film remarqué, qui ont fait des trucs importants, notamment par exemple Ryan Coogler lui-même, le réalisateur qui a fait Black Panther et qui était un film qui était extrêmement marquant pour sa communauté en règle générale, et donc il est un peu lui-même l'artiste. Je rappelle les gens l'anecdote, je crois que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais l'anecdote autour de Black Panther, c'était ces vidéos de gosses qui en fait regardaient le poster de Black Panther, de gosses noirs américains, et qui se disaient, d'ailleurs, alors je dis depuis tout à l'heure, je crois que j'oscille depuis tout à l'heure entre noir américain et afro-américain. Je sais pas c'est quoi exactement la différence. Mais voilà, je sais pas s'il y en a un qui a à dire ou pas à dire, etc. C'est comme, je sais pas, natif américain et amérindien. Je sais qu'il y en a un qui se dit pas. Je sais pas nécessairement s'il y en a un qui est plus à dire que l'autre. Corrigez-moi d'ailleurs si je dis si je dis des conneries. Mais globalement, il y a quand même ce truc où il y avait des gosses noirs qui regardaient l'affiche de Black Panther et qui disaient waouh, mais c'est ça que ressentent les blancs tout le temps devant un poster. Et je comprends tout à fait, bien sûr. Je comprends tout à fait cette idée vraiment de se dire bah, c'est un film qui est ultra important pour encore une fois, cette question de la représentation. Moi je vois le truc d'Antoine Goya, je vois le truc du oui mais la représentation elle n'importe pas. Reste que si la représentation n'importe pas, pourquoi on voit que des blancs au cinéma, et pourquoi quand il y a un film Black Panther qui sort, ça devient d'un coup un événement? Est-ce que c'est qu'un effet médiatique ou est-ce que c'est effectivement un effet où il y a beaucoup de gens qui disent oui c'est ça LVK, mais ou est-ce qu'il y a vraiment que des gens qui se disent de manière un peu organique entre guillemets que en vrai ça manque effectivement de ces questions-là? Mais de toute manière, c'est aussi ce truc-là où en vrai Black Panther, on va pas se mentir, c'est aussi, enfin, comment dire, c'est un beau projet, c'est même un pas très mauvais film, hein, bien sûr, c'est plutôt sympa, mais la vérité c'est aussi tout simplement parce qu'il y a un marché, il y a un marché il y a un marché des personnes noires qui ont envie d'avoir un super-héros et qui ont envie d'avoir un super-héros de grande envergure. Donc voilà, c'est aussi ça, on dirait l'argument des féministes libérales. Bah, je vois le côté là, c'est là où je veux en venir, c'est que en vrai, c'est aussi tout simplement qu'il y a un marché, tout comme je veux dire dans les années 60, 80, des trucs du genre, c'est que en vrai, on voit que des blancs au cinéma parce qu'on regarde du cinéma américain plutôt que sénégalais. Attends, mais aussi parce que c'est ce qu'on donne, tu vois, aux gens, c'est ce qu'on donne aux gens, c'est ce qu'on donne au cinéma. Il y a très peu de rétrospectives de cinéma sénégalais, typiquement, de cinéma ou de cinéma d'Afrique de manière plus générale. Bien sûr, il y a eu La Noire 2 de Ousmane Sembé qui est sorti il y a pas longtemps, mais c'est tout quoi. Il parle de l'identification et pas de la représentation. Oui, c'est un autre terme, c'est vrai, t'as raison de préciser ça. Mais globalement, Black Panther, c'est aussi tout simplement qu'il y a un marché de personnes noires qui veulent se sentir identifiées par ce genre de film-là, et que c'est un marché sur lequel il faut capitaliser, j'ai envie de dire. Et ce que je vois avec Black Panther, c'est pas nécessairement un truc de le capitalisme a gagné et tout ça. C'est aussi, enfin, c'est un truc qui est de toute manière de tout temps. Il y a un bon film sur ça, c'est My Name is Dolomite. De Dolomite is My Name, pardon, avec Eddie Murphy, qui est très très chouette sur cette période en fait dans des années 70 où en fait globalement les années 70 le système hollywoodien classique se pète un petit peu la gueule, et donc ce qu'on voit c'est une venue du nouvel Hollywood, tout ça, vous connaissez un peu cette histoire, mais il y a aussi tout un cinéma bis avec vraiment des choses qui sont représentées où en soi c'est des trucs qu'on ne voit vraiment pas dans les films du nouvel Hollywood, ni même dans les films de la nouvelle vague française, des trucs du genre, notamment avec tout ce qui est sexploitation, blaxploitation, Asiansploitation, des trucs du genre, enfin vraiment des films réalisés pour le public noir américain et afro-américain, qui du coup a de plus en plus du pouvoir d'achat, peut aller au cinéma, hein, tout simplement. C'est aussi parce que les personnes noires n'avaient pas nécessairement assez d'argent pour aller au cinéma. Voilà, les Shaft par exemple, Shaft qui est vraiment une grosse figure de cette blaxploitation, et c'est généralement voilà du cinéma bis, tout ce qui est Roger Corman, etc., qui vraiment foncer pour aller voir des films en salle pour la blaxploitation. Alors là où quand même le truc est assez dégueulasse, c'est que c'était du cinéma, comme je vous l'ai dit, c'est du cinéma bis quoi. C'est du cinéma qui était diffusé dans ce qu'on appelait je crois que c'était ça qu'on appelait des grindhouse, c'est ça, donc c'est-à-dire des petits cinémas qui diffusent majoritairement des films d'horreur, des films vraiment de cinéma bis, et c'était des cinémas qui n'étaient pas luxueux entre guillemets quoi, c'était qui était vu comme assez malfamé. Et alors après le fou la poule tout ça, je sais pas exactement, mais il y a quand même ce côté où effectivement moi ce que je vois avec Black Panther, c'est juste que oui il y a un marché à prendre, donc voilà quoi. Black American, les communautés noires aux États-Unis, African American, les Africains qui ont immigré aux USA, genre sénégalais, Afro-américain, mot confus, pas précis. Ok. Donc noir américain,
A priori, je peux le dire. Je peux le dire. Et comme disait Bolshevik, c'est pas parce qu'il y a des studios capitalistes aux manettes que ça empêche des artistes d'essayer de raconter quelque chose, même avec ce genre de projet ultra formaté. Bien sûr, en fait, Black Panther aurait pu juste être un film qui est juste son affiche. D'ailleurs, regardez, il y a plein de noirs. Et allez le voir parce qu'il y a plein de noirs et que vous êtes des noirs et vous avez juste envie de voir des noirs à l'écran. Ou alors, ça aurait pu être vraiment un bon film, et c'est quand même un bon film. Donc voilà. Beyoncé a gagné le Grammy de l'album de l'année un mois avant la sortie de Sinners. Oui, je crois que c'était la première personne noire à gagner un Grammy pour un album de country, si je me trompe pas. Son album avait aussi ce propos de réappropriation par les noirs américains de leur contribution à la culture country vampirisée et des symboles américains au sens large. C'est vrai. Ça rentre là-dedans, de toute façon. Ça rentre dans une démarche, de toute façon, le film de Jordan Peele, il est pas tout seul, il y a toute la démarche Enfin, le film de Jordan Peele, c'est parce que je voulais parler de Jordan Peele, le film de Ryan Coogler, ça rentre dans une démarche avec tout ce qui est les films de Jordan Peele, tout ce qui est, enfin, un truc où effectivement, il y a beaucoup, je l'ai même pas vu, mais oui, mais où il y a effectivement beaucoup d'auteurs nord-américains qui commencent à vraiment faire des films, sachant qu'on n'en connaît pas beaucoup, hein, je veux dire, il y a quoi, il y a Anton Fuqua, Spike Lee, Jordan Peele, Ryan Coogler, et ça peine un petit peu après, quoi. Elevated Blaxploitation, tout à fait. Et en France, moi typiquement, c'est quand même le truc qui me choque, c'est que il y a pas beaucoup de réalisateurs français comment dire, il y a pas beaucoup de réalisateurs français qui soient noirs et qui, à part, bah voilà, Medondo, il y en a certains, voilà, mais sinon il y a pas grand chose, quoi. Et encore moins dans le top vraiment des films de l'année, quoi, j'ai envie de dire. Vraiment, il y en a, c'est très 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 rare, quoi. Là, il y avait du coup cette année Jean-Claude Barny pour Fanon, mais c'est tout, quoi. Enfin, clairement. Donc bon, c'est très très rare, quoi. Artiste qui permet de soigner sa communauté, qui était extrêmement marquant pour sa communauté en règle générale, et donc il est un peu lui-même l'artiste qui permet de soigner sa communauté, qui permet de la réunir. C'est vrai que Michael B. Jordan est réalisateur de Creed 3, c'est vrai. Etc. Et donc on a cette communauté afro-américaine qui est réunie autour de ça, qui est aussi beaucoup réunie autour du côté charnel. Et Thomas Njijol, c'est vrai, Thomas Njijol qui a réalisé Indomptable qui était super bien. Et oui, Raoul Peck également, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi. Je sais plus exactement s'il est français. Exactement. Est-ce que c'est peut-être pour le côté Sinners et pêcheurs, etc. Mais il y a vachement d'allusions qui sont faites au cul et à certaines pratiques sexuelles. Là aussi, pareil. Alors, les allusions au cul, du coup, ça rentre un petit peu dans ce que je disais précédemment. Mais les allusions au cul, c'est aussi tout simplement un hommage, je pense, à la sexploitation, au fait de voir, comment dire, de voir la réalité, j'ai envie de dire, dans là-dedans, quoi. Ah oui, Ladjili, c'est vrai, Ladjili. C'est vrai, je l'oublie. Mais là, je dis qu'il n'y a plus trop. Enfin, bâtiment 8, je crois. Il n'a pas non plus fait beaucoup parler, malheureusement. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que du coup, ça rentre effectivement ces allusions au sexe. Il y a beaucoup de scènes de cul quand même dans Sinners. Ça rentre effectivement dans ce côté, alors déjà transgressif de la religion, ça c'est sûr. Mais même peut-être, ouais, un hommage à la sexploitation. Un hommage à toute cette période-là du cinéma bis qui pratiquait beaucoup le sexe à l'époque, pourquoi pas. Et je pense qu'en partie là-dedans, il y a ce côté, cette expression qui est très connue aux États-Unis, Once you go black, you never go back. Bon, allez, c'est bon. Oh putain. Non, alors, bon. Oh putain, alors, je pensais pas qu'il allait aller là-dedans. Je pensais vraiment pas qu'il allait aller là-dedans parce que alors du coup l'expression c'est de dire que oh putain, l'expression once you go black you'll never go back, c'est une expression qui dit qu'en fait les femmes, particulièrement les femmes blanches, alors de ce que je sais, hein, bien sûr, ça se trouve on me l'a mal raconté, mais de ce que je sais, les femmes, particulièrement les femmes blanches, mais aussi les femmes de toutes couleurs, j'ai envie de dire, les femmes asiatiques également, dès que en fait elles couchent avec quelqu'un de noir, après c'est impossible pour elles de coucher avec quelqu'un de blanc parce que parce que le cliché c'est que les noirs baissent trop bien. Je suis désolé, mais en fait c'est un peu le cliché comme je sais pas, les juifs font des bons avocats, qui se propage beaucoup dans le rap avec vraiment ce truc du mon baveux est trop fort, mon baveux vient de Tel Aviv, donc je sors dans la semaine, des trucs du genre. Enfin, en fait, je vois le truc je pense que bref, je pense que dans sa tête, c'est une vision du c'est positif. Mais bon, voilà. Ça me fait penser à ce qu'il a dit sur Wonder Woman avec la casse. C'est vrai. Mon baveux à la kippa, comme disait un grand rappeur, bien sûr.
Donc bon, voilà, là je suis désolé, je peux pas trop le défendre. La prochaine il nous dit que les Arabes courent vite, mais oui, enfin, désolé, c'est un petit peu délicat, évidemment, un petit peu délicat. Donc bon, en fait, je suis désolé, mais juste l'analyse, parce que pour moi, l'analyse du sexe, comme pour moi, c'est soit tu rentres dans le film et tu te dis, bah, il y a du sexe parce que Preacher Boy, c'est la religion, et qu'il y a ce côté gangster, transgressif, etc. Et que le sexe permet de rassembler également. Le sexe est quelque chose de très intime, donc il y a ce côté de transgression à la religion, ça ok. Tu peux rentrer là-dedans, tu peux rentrer dans une analyse de la sexploitation qui commence à émerger en même temps que la blaxploitation, du côté également la pornographie, qui est quelque chose qui est vu comme quelque chose d'assez transgressif, évidemment. Et voilà, tu peux rentrer là-dedans. Mais moi je suis désolé, mais le côté Once You Go Black, enfin bref, c'est quand même quelque chose d'osé, quoi, évidemment. En partie là-dedans, il y a ce côté, cette expression qui est très connue aux États-Unis, Once you go black, you never go back. Si vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire, etc. Je pense que c'est aussi un truc qui est marqué là-dedans. Faut expliquer, je suis désolé, Dudu, je veux bien te défendre, hein, mais faut quand même expliquer ce genre d'expression-là, c'est pas anodin. Et donc on a cette communauté afro-américaine qui est pas très bien traitée, qui est un peu en danger, qui a des soucis au sein d'elle-même pour se rabibocher, etc. Et on a une autre communauté qui est présentée, qui est la communauté des vampires, mais donc principalement des blancs, qui sont par exemple, autant les Afro-Américains se réunissent autour de tout leur style pop et de leur style de danse et leur truc dans ce genre-là dans la scène où Preacher Boy chante, autant les vampires blancs ont toute une scène de gigue irlandaise, je sais pas comment on dit exactement. Ouais. Bon, au moins il précise que c'est irlandais, moi c'était le petit problème que j'avais, c'était de dire que c'était des blancs alors que c'est en vrai des irlandais et que c'est assez différent quand même, hein. Tu sais, c'est tout le truc où ils sautent comme ça, très folklorique du coup également, le leader des vampires. Qui a une très belle scène d'ailleurs, hein, vraiment, putain, c'est une très belle scène, cette scène de gigue là, c'est vraiment très très bien. C'est Jack O'Connell, qui est un acteur irlandais, qu'on a donc vu récemment à la toute fin de 28 ans plus tard, une performance absurde, et il me semble, irlandais, donc c'est pour ça aussi qu'il y a la gigue et le truc dans ce genre là, ou la gigue. Et... Pas sûr que la bonne manière de lutter contre les clichés racistes, c'est de les valider. Non, mais c'est dégueulasse. Et moi, je reviens là-dessus. C'est que quand même l'expression Once you go black, you never go back, c'est vraiment assez dégueulasse. Faut pas se mentir, hein, bien sûr. Surtout que ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur des clichés comme quoi les noirs baiseraient bien. Et le cliché, c'est que les noirs ont des grosses bites, des trucs du genre. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Donc bon, le compteur spoiler, c'est comme si une bombe va exploser dans 5 minutes. Je m'y fais toujours pas, mais bien sûr. Et en fait, le message final, c'est qu'en fait, je me disais du coup, c'est vraiment une opposition très claire entre les blancs et les noirs. Et en fait, au bout d'un moment, quasi tous les blacks. Alors, là où je suis pas forcément d'accord, c'est que il y a des personnes également chinoises. Du coup, je crois que c'est ça. Hein, ça a été précisé dans les commentaires chinoises, mais en tout cas de personnes asiatiques. Donc bon, mais ça parle de comment les Irlandais sont devenus blancs petit à petit aux États-Unis. Bien sûr, mais tout comme je veux dire, je sais pas, les Juifs en France ou les Italiens en France qui sont devenus blancs parce que finalement, et c'est bon, on vous accepte quoi. Se font mordre par les vampires, elles sont converties claires entre les blancs et les noirs. Et en fait, au bout d'un moment, quasi tous les blacks se font mordre par les vampires, elles se font convertir du coup en vampires. Et d'un coup, le groupe se retrouve complètement inversé. Au début, tu avais 3 vampires blancs et une salle entière d'Afro-Américains, et tu te retrouves avec 7 Afro-Américains à la fin et une salle entière de vampires du coup à côté. Les Asiatiques sont aussi intégrés à la culture afro-américaine. Il revient. Je vais le comprendre par exemple. Pour moi, c'est pas le truc un peu foireux. Est-ce que du coup, on parle que de la communauté afro-américaine? Est-ce qu'on parle de toutes les personnes avec des couleurs de peau différentes? Mais il y a quand même que 2 Asiatiques dans tout le truc pour en parler, donc ça fait un peu limite. Moi, là où je suis d'accord, c'est que quand même le côté la communauté asiatique dans Sinners est pas tant exploré que ça, c'est un petit peu dommage. Mais je crois que pendant le moment où t'as Preacher Boy qui fait sa chanson, t'as aussi un moment où t'as une voix off en fond qui te répète du coup le message du début de la musique qui peut faire venir le passé mais également le futur, tout ça, et qui peut également rassembler toutes les communautés. C'est d'ailleurs pour ça que les vampires sont après le personnage de Preacher Boy. C'est que justement ils disent toi t'as un pouvoir qui est vraiment absolument magique, il nous le faut parce que ça nous permettra, c'est trop bien pour nous et c'est vraiment un pouvoir qui est absolument magnifique. Donc c'est pour ça que oui effectivement c'est quand même explicité là-dessus, mais bon après tu peux dire que c'est un petit peu dommage que ce soit pas assez prononcé. Ça je suis d'accord, moi je suis d'accord que le portrait des personnages asiatiques dans le film il est assez regrettable, mais bon. Ça veut dire autre chose? Est-ce que c'est pour montrer une autre façon autre façon de s'intégrer à la culture blanche? C'est ça du coup le truc, c'est qu'en gros, ces blacks qui ont été vampirisés sont du coup intégrés à la culture blanche et commencent à apprécier aussi cette culture blanche. Et en fait, c'est un petit peu là qu'est mon problème. C'est-à-dire que j'ai le même reproche à faire à ce film que celui que j'avais à faire à Black Panther 2. Je trouve que c'est des films extrêmement isolationnistes, très communautaristes, et j'aime pas trop cette façon de voir le truc. En gros,
le monde en général, le mondialisme, le capitalisme et tout le bordel, enfin tout le monde qui a été créé, c'est le monde des blancs en fait. Et les noirs ont été intégrés de force à ce monde de blancs, qui vient essayer de récupérer leurs talents. Et je crois que le mec lui dit très clairement, il dit je veux vos chansons, je veux vos artistes, je veux vos danses, je veux vos machins, etc. pour les exploiter du coup dans son monde de blancs. Ce qui me paraît extrêmement réducteur, extrêmement particulier. C'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette mentalité du le bon noir, c'est celui qui réussit, c'est celui qui fait... C'est un petit peu le cas quand même, hein. C'est beaucoup la vie, quoi. C'est le bon noir, c'est le noir qui presque n'est plus noir, quoi. Il y a un très bon film sur ça, c'est sur It Bother You. Sur It Bother You, avec ce côté la voix de blanc, etc. C'est quand même en partie la réalité, quoi. C'est pas très grave, hein. Donc bon, c'est un petit peu ça. Donc bon, on va parler de la voix de blanc. Bah bien sûr, mais globalement, il y a quand même ce truc où effectivement, c'est quand même quelque chose qui, j'ai l'impression, moi, vous pouvez le voir, je ne suis pas noir, mais j'ai quand même discuté, j'ai des amis noirs, donc ça veut dire que je suis presque noir. Mais non, mais il y a quand même ce truc où effectivement, les noirs n'ont pas choisi d'être aux États-Unis. Ils n'ont pas choisi d'être là, et donc, globalement, pourquoi les personnes noires sont dans ce film-là, globalement, vues comme, globalement, qui sont en mode isolationniste et qui veulent vraiment, entre guillemets, rester chez eux et rester dans leur coin, c'est qu'ils se disent, mais en fait, on va se faire, effectivement, vampiriser notre culture. Littéralement vampiriser, hein, d'ailleurs, dans le film. C'est là où la métaphore devient solide, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même ce truc où, effectivement, c'est juste c'est juste de la... Comment dire ? C'est juste un côté pour la préservation, quoi. Enfin voilà. Bolloré détient une participation dans Universal Music, le rap est la musique numéro 1 en Occident, mais bien sûr. Enfin, c'est ça le truc, c'est qu'il y a quand même ce truc où effectivement les Blancs vont constamment se réapproprier la culture noire. Ça a parlé précédemment, par exemple, d'un truc, et moi je l'ai appris comme ça, mais personne né aux États-Unis n'a choisi d'y naître. Non, mais Terragno, tu vois le truc où les esclaves noirs américains n'ont pas choisi d'aller aux États-Unis. Ils y ont été de force, j'ai envie de dire. Et évidemment que personne qui ne soit né aux États-Unis n'a choisi d'y naître. Mais après, c'est la liberté que tu as quand tu nais aux États-Unis pour pouvoir, même si tu n'as pas choisi de naître là, aller ailleurs, elle est quand même plus grande qu'un esclave noir américain qui est né là-bas et qui ne peut juste pas bouger de là où il est, quoi. Donc bon. C'est ce qui s'est passé avec littéralement pour le jazz, le blues, le rap. Mais bien sûr, combien de gens... Enfin, vous savez, on parlait des choux-fins il y a quelques lives. Combien de gens disent moi j'écoute pas de rap sauf et en fait ils citent que des blancs, que ou des gens qui rentrent dans une forme de blanchité, si vous voulez. Je sais que voilà, Big Flo et Oli ne sont pas blancs, ils sont argentins, mais ils sont latinos, enfin ce que vous voulez. Orelsan, Vlad, Vald, Nekfeu, Stupéflip, tout ça. Donc voilà, et aussi, ils peuvent te citer des entre guillemets, des noirs acceptables, j'ai envie de dire. Je sais pas s'il y a un terme pour ça, hein. Ça se trouve, je dis des dingueries là. Mais typiquement, Damso, ou d'ailleurs, c'est un truc en plus dans son rap, hein, c'est de dire je suis devenu blanc, tout ça. Du peu que j'ai pu écouter de ses dernières productions, moi j'ai pas écouté Beya, apparemment c'est... Si, j'ai écouté un peu, c'était un peu gaze. Mais voilà quoi. C'est quand même ce truc où effectivement, et je veux dire, comment dire, beaucoup de non, mais le vrai rap, c'est le rap conscient qui fait réfléchir. Bah oui, il faut pas que ça soit du rap trop agressif, j'ai envie de dire, quoi. Imo, le plus gros problème, c'est qu'il mélange tout, communautarisme, intégration, assimilation, appropriation culturelle, comme si la situation des Noirs était de leur seule responsabilité. Mais oui, en fait, c'est là où aussi Sinners, il dit on fait avec ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est qu'on peut à peu près avoir ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est intéressant, hein, c'est que dans Sinners, globalement, si les vampires n'intervenaient pas, la situation aurait été, de toute manière, le club là qu'il est en train de construire n'aurait pas pu subvenir. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue comme ça, un moment entre Smoke et Stack où ils disent on a déjà quasiment vidé toutes nos caisses. Je veux dire, en une soirée, on a quasiment tout vidé parce que on n'a pas envie de faire payer les gens et en même temps, c'est impossible de faire payer les gens parce qu'ils sont dans une situation précaire. Donc là, c'est peut-être, voilà, on peut continuer comme ça pendant un petit temps, mais en fait, on a quasiment vidé toutes nos caisses et on n'est pas à profit en fait sur cette affaire-là. Et ça, c'est un dialogue qui est ultra intéressant
qui dit que globalement, même dans une situation comme ça, où en soi, ils ont quand même des marges de manœuvre qui leur permettraient, parce qu'ils ont fait de l'argent sale, etc., voilà, ils se feraient quand même attaquer. Alors, soit par le KKK, soit par tout simplement le capitalisme. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a le Ku Klux Klan qui vient le lendemain en plus, mais il y a quand même ce truc où même le capitalisme fait en sorte que ce genre de business-là n'est pas rentable et que globalement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font venir les vampires chez eux, en tout cas qui commencent à y penser, c'est qu'ils se disent, mais en vrai, ça pourrait nous rapporter de quoi faire en sorte de payer notre loyer, de payer le fait de racheter tout cet établissement, etc. Donc c'est pour ça, et c'est un truc qui est ultra néfaste, bien sûr. C'est un truc qui, en fait, en soi, te fait te dire, mais globalement, c'est ce qui se passe un peu partout. C'est même les communautés entre elles sont obligées parfois d'aller vers l'extérieur et de trahir un petit peu leurs principes pour ne pas être dans le rouge, quoi. Pour être un petit peu plus confortable au niveau des thunes. C'est là aussi où le capitalisme est quelque chose d'assez néfaste et qui a presque failli tuer les personnages dans Sinners, tuer tous les personnages dans Sinners, parce que s'ils font venir, encore une fois, c'est là où le mythe du vampire rentre vraiment tout à fait là-dedans, c'est que le mythe du vampire à la toute base, les vampires n'attaquent personne qui ne les invite pas chez eux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la personne, que tu dises, ah bah oui, viens chez moi, et là, elle peut t'attaquer. Elle ne va pas t'attaquer si tu es seul chez toi et que personne ne veut, et que tu n'as pas envie d'accueillir la personne. Donc, et c'est là où c'est assez vicieux d'ailleurs, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est un petit détail mine de rien, mais un petit détail qui a vraiment son importance, je trouve, dans Sinners. On dit pas qu'ils sont racistes, cela dit. Mais il y a quand même des trucs extrêmement réducteurs, extrêmement particuliers. On dit, il dit, je veux vos chansons, je veux vos artistes, je veux vos danses, je veux vos machins, etc. Pour les exploiter, du coup, dans son monde de blanc. Ce qui me paraît extrêmement réducteur, extrêmement particulier. Ouais. On dit pas qu'ils sont racistes, cela dit. Mais il y a quand même toute une scène avec un mec qui fait clairement partie du Ku Klux Klan, avec donc la scène de fin. Si vous avez vu le film, on est en spoiler, là vous avez probablement vu la fin du film. À la fin du film, donc Smoke fume, littéralement avec son nom, il fume le leader du KKK local en fait, pour se venger du coup de ce qui s'est passé dans le truc. Mais en fait, ce qui est très jouissif d'ailleurs, très bonne scène. Je voyais même pas à quel point ce truc était lié au reste, parce qu'effectivement ça semble très extérieur. C'est pour ça que je dis, les blancs c'est pas forcément. Je sais pas s'il y en a qui l'ont regardé, mais dans Atlanta, le principe du Young White Avatar, mais tu devrais, moi j'ai pas vu. Ce qui est intéressant dans Sinners, c'est que le loup est déjà dans la bergerie, c'est le capitalisme, parce qu'ils veulent faire de l'argent sur leur culture aussi, les deux jumeaux gangsters. Donc forcément ils invitent le loup à l'intérieur. Mais bien sûr, c'est là que tu rentres dans des logiques purement capitalistes, et même, j'ai envie de dire, même en voulant faire un truc entre guillemets un peu anard, c'est-à-dire vraiment du faire des trucs dans son coin, un peu à l'extérieur, tout ça, même en faisant ça, même en essayant un petit peu de sortir du capitalisme, mais tout en obéissant à ces règles, ça reste que tu obéis aux règles du capitalisme et que tu le fais de manière vraiment très comment dire, même en faisant ça, c'est toujours le casino qui gagne à la fin, quoi, j'ai envie de dire. Même en essayant vraiment de tricher, même en essayant, en faisant des trucs sales, etc. Et en ramenant de l'argent sale pour faire des trucs bien, pour faire des trucs vraiment parfaitement légaux, ça reste que c'est le casino qui gagne à la fin, quoi. Donc c'est un peu là où la mentalité, je trouve, dans Sinners, elle est intéressante, quoi. Surtout que des communautés anciennement racisées, dont l'Irlandais, ils ont eu des tactiques d'isolationnisme, de construire des lieux pour se réfugier de l'oppression extérieure, et ça, c'est ultra romantisé et cool dans le cinéma, genre la culture des pubs, les familles italiennes ultra clichés, alors que c'est des communes encore racisées, ça passe bien, ça passe pas. Bah oui. Black capitalism, style capitalism, bah ouais, c'est un petit peu ça, et c'est un petit peu ça qui est exploré d'ailleurs, et c'est vraiment, c'est là où je trouve que le film relativement subtil. Encore une fois, moi j'ai des problèmes esthétiques avec ce qui se dit, hein, bien sûr, mais avec l'esthétique du film, pas nécessairement avec son message, mais avec l'esthétique du film, j'ai un petit peu des problèmes, vraiment de mise en scène et de trucs vraiment bateaux, j'ai envie de dire, mais reste que c'est un film qui essaye un petit peu de rentrer dans la subtilité par moment, et qui est pas assez exploré, je trouve, mais où il y a vraiment beaucoup de choses à en dire, quoi. Et je trouve il y avait une très bonne critique d'ailleurs de Norman Ajari sur la chaîne de PDH, qui était vraiment très très chouette là-dessus. Donc vraiment. En gros, c'est la théorie comme quoi, quand t'es un rappeur noir et que tu deviens de plus en plus has-been, faut l'accepter, et à un moment de ta carrière, tu te mets à manager des jeunes rappeurs blancs un peu nuls, un peu industry plant, qui rafleront tous les prix au Grammy. Ah ouais. Tu veux dire DC's? Non, je plaisante. En plus, j'adore DC's et j'adore. Enfin, son label là, c'est quoi? C'est sublime, c'est ça. Mais oui, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu la carrière de beaucoup effectivement de rappeurs noirs. Donc bon, c'est un petit peu ça. Ah pardon. Dans le truc. Mais en fait, je voyais même pas à quel point ce truc était lié au reste, parce qu'effectivement ça semble très extérieur. C'est pour ça que je dis, les blancs sont pas forcément présentés comme étant racistes.
Parce que le raciste est pas vraiment inclus au reste du groupe de vampires, il n'y a pas vraiment grand chose à voir avec cette histoire-là. Même d'ailleurs, le vampire que Jack O'Connell a. Oui, il y a plusieurs types de racisme, y compris le fétichisme également, parce qu'il y a un aspect d'ailleurs un petit peu fétichiste dans le vampire qui veut s'approprier Preacher Boy, tout ça, qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Attaquer des blancs avant d'attaquer même des noirs, donc il n'y a vraiment pas de notion de racisme de ce côté à lui. Mais je suppose que comme c'est pour évoquer l'expérience afro-américaine en général, fallait aussi parler un peu de racisme à un moment ou à un autre et mettre un mec du KKK, quoi. Mais donc je trouve que c'est extrêmement communautariste parce que c'est un peu cette idée du. En fait, on ne devrait pas s'intégrer au reste du monde. On ne devrait pas leur offrir notre musique, on ne devrait pas leur offrir nos arts, on ne devrait pas leur offrir notre talent et tout le bordel, parce que c'est le démon, ils sont clairement présentés comme étant les démons, les sinners et tout le bordel, le vampire est une figure damnée à la base. Et du coup, l'idée c'est un peu, en fait non, faut surtout pas faire ça. Et t'as envie de dire, dis donc, Ryan Coogler, un peu hypocrite quand même. Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther et Black Panther 2 pour le MCU. Tu t'es pas complètement assimilé à la culture blanche ou à la culture mondiale en règle générale pour faire ta carrière et faire ton truc, et c'est un peu grâce à ça maintenant que tu peux faire ton Sinners ensuite. Je vois à peu près où il veut en venir. Le problème que j'aurais, c'est que... En fait, le problème que j'aurais, c'est que c'est un manque un petit peu de compréhension de Sinners, parce que justement, j'ai envie de dire justement, Sinners parle de ça. C'est-à-dire que si, au bout d'un moment, si Ryan Coogler se barre du MCU, se barre un petit peu de tout ça, même s'il a quand même un petit peu ses mains là-dedans, je veux dire, il a produit la série Ironheart, dont d'ailleurs personne n'a entendu parler comme par hasard sur une série avec une personne noire, et il a produit également la série d'animation Eyes of Wakanda, dont aussi personne n'a entendu parler et dont il n'y avait aucune promo comme par hasard. Enfin voilà, je veux dire quand même au bout d'un moment le problème c'est qu'il a aucune culture politique, mais c'est même pas ça, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que le souci que j'aurais, c'est que la vérité, Sinners parle de ça justement. La vérité, Sinners parle justement du côté, j'ai envie de dire presque pas nécessairement isolationniste ou communautariste comme il est en train de le dire. C'est qu'il dit que, en vrai, Sinners dit que c'est impossible de sortir de cette vision comment dire, de cette vision très capitaliste, où en fait c'est impossible de sortir de ça. Et en fait moi le problème que j'aurais particulièrement avec cet avis là, alors c'est pas le premier avis un petit peu désastreux de Durandal, c'est que ça rejoint un petit peu ce qu'on avait fait. Il y avait une critique récemment, j'en avais parlé, il y a une rediff sur la chaîne YouTube bien sûr, de quelqu'un qui disait que tous les films sont politiques et que avant c'était pas le cas, tout ça. Le problème, j'ai l'impression que le problème d'une partie d'ailleurs du milieu de la critique YouTube, cinéma, etc., c'est qu'en fait avant les films étaient très simples à comprendre parce que c'était des films faits par des blancs pour des blancs, et maintenant il y a des films qui sont faits par des noirs et donc c'est un peu plus difficile d'engager avec, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut un petit peu faire des recherches. Moi j'avoue que Sinners, je suis sorti de la salle, je me suis dit ok, bon, esthétiquement j'ai un avis, il y a des trucs qui m'ont pas forcément plu, il y a des trucs qui m'ont plu, tout ça ok, mais au niveau du message j'avais l'impression que le film était un peu plus profond qu'il n'en avait l'air. Donc du coup j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire des noirs américains, sur l'histoire l'histoire des afro-américains, ce que vous voulez, tout ça, le terme que vous voulez, mais sur cette histoire-là, sur le rapport aussi à l'Irlande par rapport aux États-Unis, sur plein de questionnements comme ça, et ça m'a permis de comprendre le film. Et en fait, le problème que j'aurais, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un souhait, qui soit légitime ou pas, qui soit vraiment... comment dire, pas qu'il soit légitime ou pas, mais globalement qu'il soit conscientisé ou pas, de vraiment... de ne pas engager avec une œuvre, de ne pas essayer de comprendre une œuvre comme ça. Ce que je trouve assez regrettable, hein, bien sûr, mais parce que en fait, c'est pas parce que vous avez compris une œuvre qu'elle est nécessairement bonne. Je veux dire, Sinners, moi je trouve que c'est pas non plus le meilleur film du siècle. Je trouve que c'est un bon film, mais je trouve que c'est pas le meilleur film du siècle. Et il y a quand même ce truc où j'estime l'avoir compris, ça m'a aidé dans ma compréhension du film, ça va pas effacer les défauts que j'ai eu la première fois que j'ai vu le film, mais il y a un peu ce refus-là de comprendre un film, parce que presque, j'ai peut-être presque par peur d'aimer le film, peut-être, je sais pas, j'ai un peu cette impression là parfois avec ce genre de critique là, parce que là du coup on est dans l'extrait un petit peu qui a beaucoup tourné, hein, de Dudu évidemment, mais on est vraiment là dans cette saucisse, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment ce refus là dès qu'il y a une œuvre qui ne parlerait pas spécifiquement aux blancs cinquantenaires, enfin entre 20 et 50 ans, qui regardent des films de cinéma et qui est habitué un petit peu à avoir un type de film, bah là il y a une situation un peu de rejet de greffe, ce que je trouve assez regrettable, parce que le cinéma, moi justement, je trouve que c'est une ouverture à plein de cultures, que c'est une ouverture en fait à beaucoup de choses qui peut y avoir, et que vraiment, enfin il y a vraiment ce côté
où j'ai l'impression d'avoir grandi entre guillemets après avoir vu chaque film. Alors c'est c'est même un peu cliché, j'ai envie de dire. Ça va, j'estime pas non plus que après avoir vu Sinners, d'un coup tous mes sens se sont éclairés. Mais justement, Sinners te permet en fait de découvrir des choses sur la culture noire américaine, sur la culture irlandaise, sur le rapport également au capitalisme, sur plein de choses en fait. Et je trouve ça assez regrettable en fait de refuser un message comme ça parce que selon toi le réalisateur en fait il est un petit peu hypocrite en faisant ça, alors que justement j'ai envie de dire c'est le message, et que il y a des réalisateurs comme ça où on dirait pas les mêmes choses. Je veux dire quand on voit des gens comme comment il s'appelle putain déjà le réalisateur de A Ghost Story, avant A Ghost Story en fait il a fait Pete et Elliot et Pete le dragon là, découvrir sur la culture américaine également vu. Bah non, c'est ultra important, c'est quand même ultra important de découvrir la culture américaine évidemment, mais putain j'ai oublié son nom en plus. Le réalisateur du coup de Ghost Story, juste après avoir fait un film Disney à la con, bah il fait un film qui est voilà David Lowery, juste après avoir vu un film avoir fait un film vraiment sur un film Disney à la con comme ça, un blockbuster, bah il revient avec un film bien plus personnel. En fait il y a ce truc là et je veux dire on peut dire pareil évidemment de Michel Gondry qui fait le livre des solutions juste après ses expériences autour de l'écume des jours et de Mister Nobody, etc. Donc il y a quand même ce truc où, a priori, il y a quand même un peu un truc du... Moi j'ai l'impression justement que c'est parce que Brian Coogler a fait Black Panther 1 et Black Panther 2 et qu'il a vu les retours qu'il y avait autour de ces films-là, qu'il a eu envie de faire Sinners comme il est, quoi. Et peu importe, je veux dire, vous pouvez... Non, c'est pas Mr. Nobody, pardon. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je confonds avec Jacob Van der Mile, qui est en plus un de mes réals préférés. Non, pardon. Je suis désolé d'avoir confondu Gondry, Mr. Nobody et Eternal Sunshine. Mais vraiment, enfin, moi j'ai envie de dire c'est justement parce que Ryan Coogler a fait Black Panther 1 et 2 qui s'est vraiment totalement intégré à la culture américaine, qui s'est dit mais quand même j'ai des problèmes avec ça. Et d'ailleurs pour raconter une petite anecdote, parce que Sinner j'ai l'impression qu'il vient pas de rien, et j'ai l'impression que ça vient aussi beaucoup d'une anecdote autour de Ryan Coogler. Je vais essayer de le retrouver d'ailleurs, tac, bank, mais tac. C'est-à-dire que c'est une anecdote qui est... En plus, ça correspond à peu près en plus en termes de temporalité, mais c'est un truc qui est arrivé à peu près lors de la sortie de Black Panther 2. En gros, Ryan Coogler va à la banque et il demande, je crois, $10,000, quelque chose du genre. Et en fait, c'est globalement, comme tu peux pas aller dans une banque et dire « je veux $10,000 », il l'écrit sur un petit bout de papier et il le glisse en dessous de la petite barrière et il dit voilà, il dit je voudrais $10,000. La caissière a cru se faire braquer et a appelé la police. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment ultra spécifique. Enfin, je trouve que c'est vraiment, j'ai l'impression, le point de rupture qu'il y a eu. C'est-à-dire de se dire que Ryan Coogler, malgré le fait que ça soit un réalisateur qui a fait un film qui a rapporté 1 milliard pour Disney, plus un autre film qui a rapporté 800 millions, qui a quasiment rapporté le milliard, plus, voilà, je veux dire, il y a quand même ce truc, non, ok. Mais j'ai quand même l'impression que c'est le point vraiment où Ryan Coogler s'est dit que malgré le fait que ça soit un réalisateur totalement intégré à la culture hollywoodienne, qu'il ait entre guillemets tout bien fait, qu'il a vraiment tout fait dans les cordes, bah malgré tout, quand il va à la banque et qu'il demande 10 000 balles, ça reste quand même un noir parmi tant d'autres, et ça reste un noir qui est vu comme un braqueur, quoi. Et j'ai l'impression que justement, j'ai quand même ce sentiment-là de me dire, justement, et en plus c'est au même moment où il y avait toutes les affaires George Floyd, le mouvement Black Lives Matter, tout ça, et il y a quand même une vidéo, putain, il y a une vidéo que j'ai jamais vue. Hey sir, do me a favor, man. Come this way. Wesh. Put your hand behind your back. Change down my back. Got it. Got it. Ah oui, et évidemment, je veux dire, il avait un masque pour se protéger du Covid, il avait des lunettes de soleil, il avait un petit bonnet, parce que bah, c'est Ryan Coogler et que son visage est relativement connu. En plus, là, c'était où? Du coup, c'était à Atlanta. C'est quand même quelque chose, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Et voilà, il avait écrit sur sa petite note: soyez discret quand vous donnez l'argent, évidemment. Il aurait pu se faire shooter s'il réagit mal, évidemment. Bah, enfin, il y a vraiment ce côté-là. Moi, ça me fait penser à une scène dans Here
ou alors dans Thug Life aussi, mais il y a une scène dans Here où en fait ça dit que en gros, Here c'est une maison qui passe de main en main, tout ça, et il y a une micro-scène vraiment qui dure 1 minute, 2 minutes peut-être, où en fait t'as un père de famille noir qui explique à son fils et qui dit si un jour tu te fais arrêter par la police, sois très calme et toujours tes mains en visu, etc. Enfin que des trucs comme ça. Et je me dis, c'est vraiment un délire, quoi. Donc force évidemment aux personnes noires aux États-Unis, parce que ça a l'air vraiment particulièrement d'être un délire. Et encore une fois, ça rentre en fait dans la vision très, il faut être vraiment parfait, il faut parfaitement s'intégrer, mais même en étant parfaitement intégré, il peut quand même y avoir des dérives, il peut quand même y avoir des horreurs qui se passent aux États-Unis. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a été le point vraiment de rupture qu'il y a eu dans la carrière de Ryan Coogler, et où, je vais pas faire de la psychologie, peut-être qu'il avait déjà cette idée de Sinners avant, mais je pense que c'est ce qui l'a pressé vraiment à vouloir essayer un petit peu plus de sortir du système hollywoodien et à vouloir faire des histoires comme il a envie d'en faire, particulièrement du coup avec ce Sinners, où il essaye vraiment d'avoir les droits de son film également, où c'est toute une histoire comme ça, et où clairement il essaye de faire des histoires comme des histoires pour lui et pour les Noirs américains, quoi, particulièrement. Donc j'ai quand même cette impression que ça a été le point de rupture. Et en fait, ne pas vouloir engager... Alors certes, voilà, là on est dans de l'anecdote un petit peu autour du cinéaste. Bon, vous savez que je suis de l'école Roland Barthes, La mort de l'auteur, etc., ce que vous voulez. Mais j'ai quand même cette impression que ne pas vouloir engager avec un film comme ça, et vouloir engager avec oui, alors le réal quand même il a tourné pour Black Panther, etc. Et puis quand bien même, je veux dire, Black Panther n'est pas le film vraiment le plus... ça a été un film qui a été assez même décrié par une partie raciste de la population. Voilà, c'est pas non plus le film qui est le plus, entre guillemets, intégré dans le MCU. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Black Panther, etc. Et les critiques qu'il y a eu autour de Chadwick Boseman à l'époque où il était malade, ce qui était d'ailleurs assez dégueulasse, où ça disait ouais, Crack Panther, tout ça. C'est vraiment des trucs assez horribles, quoi. Et c'est des trucs qu'on dirait pas d'un acteur blanc, c'est des trucs, voilà. Bon, encore qu'on pourrait le dire. Il y a des gens qui le diraient, bien sûr. Mais ça reste assez dégueulasse. Mais voilà, c'est pour ça que, pour moi, il y a un refus vraiment d'engager avec ces films-là. Et c'est assez regrettable, parce qu'encore une fois, ça va émerger, en fait, ce genre de récit-là. Et je veux dire, moi, typiquement, il y a un film que j'ai pas trop aimé esthétiquement, où je trouve qu'il y a beaucoup de longueur, où je trouve que c'est un petit peu chiant, c'est I Saw the TV Glow. Pourtant, je me suis renseigné sur le message autour de la transidentité, et j'ai adoré ce message-là. Pour autant, ça veut pas dire que mon appréciation du film va augmenter. C'est des discussions qui sont intéressantes, et c'est des films qui sont intéressants pour en discuter, pour en parler, mais ça reste des films où je peux trouver que le rythme est un petit peu lent par moment, que le rythme est assez inégal, que l'image n'est pas toujours très intéressante, que c'est des films vraiment qui sont surcotés, des trucs du genre. En fait, c'est possible de dire ça, et c'est pas parce que vous comprenez un film que vous allez nécessairement l'adorer, quoi, justement. Mais il faut quand même cette première étape, je pense, quand on est critique de cinéma, particulièrement sur les réseaux, d'essayer d'engager avec le film et de comprendre le film, quoi. Sinon, c'est vraiment compliqué, quoi. Sinon, ça devient vraiment très très dur de défendre ce genre de propos-là, quoi. Je trouve que j'ai un petit peu de mal avec cette façon de voir le truc, et je pense que c'est vraiment ce qu'il veut qu'on voit, parce qu'il y a une scène post-générique au film, enfin post-générique entre guillemets, c'est immédiatement après le logo fin, où on retrouve Preacher Boy des années après, à la fin de sa vie. Il est devenu un vieux musicien noir qui joue dans un vieux club de jazz, qui semble vraiment être un espèce de petit boui-boui. Donc c'est vraiment, il a vraiment le talent pour devenir un artiste reconnu mondialement, un Michael Jackson ou un truc dans ce genre-là. Et non, il est resté en fait dans son petit boui-boui, il est resté hors de la société. Parce qu'il est traumatisé aussi, il en parle. Mais bref, peut-être qu'il va en parler. Et il y a Stack qui débarque, parle juste avec lui parce que il sent qu'il approche du coup. Ma salle a hurlé de rire à cette scène. J'avoue que j'étais en mode ouais, bon, ils sont stylés, mais ça va, quoi. Mais je sais pas pourquoi ma salle a vraiment hurlé de rire à ça. Du coup de la fin, il veut se souvenir. Genre jouer dans un club de jazz, c'est être hors de la société. Mais non, justement, je pense qu'il veut dire que il n'est pas devenu le plus grand musicien du monde, etc. Alors qu'il aurait peut-être pu et tout. Mais qui reste dans son petit coin à faire ses petits trucs, malgré le fait qu'il soit très âgé, visiblement. En plus, je crois qu'il est joué
par un grand jazzman, mais qui est souvent resté dans l'ombre, souvent resté un peu underground de souvenirs. Mais je dis peut-être un petit peu des conneries. Mais voilà, il parle principalement de médiatisation. Moi, je trouve que quand même, voilà, c'est Buddy Guy, qui est un script voilà, très très connu. Moi, je ne connaissais pas avant. Mais il y a quand même ce truc où juste, c'est pas devenu la plus grande star. Et comme il dit, c'est pas devenu Michael Jackson non plus. Donc voilà. De ces vieux souvenirs du coup de l'époque et notamment de cette soirée-là avec lui. Et donc tu vois que le mec a jamais voulu intégrer la société générale en fait, qu'il est à l'inverse. Bon, je sais pas, il joue quand même dans un club de jazz, a priori c'est quand même assez... Enfin, et encore une fois, c'est un truc où la scène est trop courte pour un petit peu essayer de s'en souvenir, mais pour essayer un petit peu pas de s'en souvenir, mais d'élaborer autour et d'analyser ce qui se passe exactement. Je pense que surtout, il va parler de ses traumatismes et il va parler vraiment de ce côté, enfin, c'est encore une fois ce truc pendant cette nuit-là et uniquement cette nuit-là, c'était la seule nuit où je me sentais libre. C'est un dialogue ça qui a souvent beaucoup tourné autour de Sinners, mais ça veut dire que là, actuellement, il n'est pas tout à fait libre, quoi. Ça se passe dans les années 30, les Jackson 5 arrivent bien après. Bah, bien sûr, mais du coup, ça veut dire qu'il aurait pu, je sais pas, devenir un Miles Davis ou autre, des trucs du genre, quoi. Donc bon. Part du principe qu'il aurait pu être Michael Jackson de par sa seule volonté, genre dans les années 30, les Blancs l'auraient laissé avoir une carrière. Non, mais en mode au moins reconnu comme Michael Jackson, quoi. Et si c'était justement un vieux musicien mondialement connu qui est parti en retraite et qui fait ses bails dans un petit boui-boui, toutes les interprétations sont possibles. Oui, c'est pour ça que, pour moi, c'est un peu bizarre que d'interpréter ça comme ça et de cette manière-là, sachant qu'on n'a pas beaucoup d'éléments autour de ce qui se passe exactement. C'est juste une petite scène. Voilà, Chuck Berry, je pensais à Chuck Berry en plus. Mais des Chuck Berry, tout ça, il y a quand même des gens qui ont été reconnus plus tardivement dans leur carrière. Et je veux dire, il y a quand même ce truc où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour lui. De ce qu'on a compris, il a vécu sa vie tranquillement et puis voilà. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais par contre, il dit que c'était la seule nuit où il s'est senti vraiment totalement libre et qu'il a adoré cette nuit-là pendant un instant. Et qu'après, bon, depuis, il est traumatisé, quoi. Parce qu'on est obligé de le montrer sur scène en train de déchaîner les foules pour donner du contexte à la vie du perso. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc bon, c'est une petite scène. Moi, c'est une petite scène post-générique. Je vais pas la suranalyser non plus, quoi. Du coup, de Stack a jamais voulu intégrer la société générale en fait, qu'il est à l'inverse du coup de Stack qui lui est chez les vampires et qui du coup a évolué avec, tu vois qu'il débarque habillé avec des vêtements très modernes alors que l'autre est toujours avec son chapeau et son costume et tout le bordel. Et donc tu vois qu'il y en a un oui bon c'est un vieux monsieur quoi qui s'est intégré à la société et l'autre qui est resté à l'écart de la société. Et clairement, ils disent que donc l'idée, c'est qu'il faut rester à l'écart de la société. Il faut pas qu'on s'intègre en fait avec tous les autres qui sont le mal, qui sont des démons et tout le bordel, et il faut qu'on reste en fait à part. Et peut-être créer notre. Oui, il y a un rapport à la jeunesse, mais bon, ça reste un vieux quoi. Notre propre monde. Et peut-être pour ça que le Wakanda était un truc qui a attiré à ce point-là Ryan Coogler, cette idée de les Africains qui se créent leur monde technologique, ultra élaboré, futuriste, moderne et tout le bordel au Wakanda et qui de coup devient l'équivalent véritablement d'une autre puissance européenne, américaine, etc., ou asiatique par exemple, etc., etc. Donc ouais. J'étais un peu paumé quand le film s'est terminé et quand j'ai fini par comprendre un peu ce qu'il voulait dire, et je pense que c'est vraiment ce qu'il veut dire, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. J'aime pas cette façon de penser le truc, j'aime pas cette façon de s'isoler dans un coin. Pas entièrement si vous voulez. J'aime bien l'idée de garder une identité propre à ton groupe, à ta communauté, etc. C'est ce qu'il dit. etc. Mettez le mot que vous voulez dessus. Mais il faut quand même, à un moment ou à un autre, se mélanger au reste du monde. Tu peux pas juste rester isolé dans ton coin, quoi. C'est le débat sur le métissage. Non, non, mais en vrai, c'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. En mode, bah, il y a pas de problème avec, comment dire. Il n'y a pas de problème avec certains, mais en vrai, typiquement, c'est pour ça aussi qu'il y a une communauté asiatique dans le film. C'est pour dire, bah, en vrai, et c'est aussi parce que c'est un film assez caricatural, hein, ça, on va être honnête, hein, ça reste un film assez ricain qui te rabâche ses messages 50 fois. Et c'est, en fait, je pense que le problème peut-être qu'il peut y avoir dans la critique de Sinners, là, de Durandal, c'est que je pense qu'il se sent un peu trop attaqué. Alors que moi, la vérité, je suis juif, je suis également blanc. J'ai quand même ce truc où je pourrais me sentir attaqué par le film, mais pour autant, je me sens pas attaqué. J'ai envie de dire, c'est un film qui, je me suis jamais senti attaqué par un film dans ma propre chair, quoi. Ou alors très rarement, et c'est vraiment des chefs-d'œuvre qui vraiment parlent de l'aspect voyeuriste de quelque chose. On parlait ici avec Toré de Je la connaissais bien. Qui parlait un petit peu de ça.
de Pietrangeli, mais il y a quand même ce truc où effectivement c'est comme dit Argost aussi, est-ce qu'ils sont vraiment intégrés à la société s'ils sont condamnés à vivre la nuit pour les vampires évidemment, mais en même temps la vie de nuit c'est de plus en plus développé avec le temps, donc peut-être qu'ils sont beaucoup plus intégrés, mais j'ai quand même l'impression que Durandal se sent un peu attaqué par Sinners, alors que c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment, enfin, c'est un film qui fait les trucs dans son coin, qui est parfaitement, qui est parfait sous tout rapport, j'ai envie de dire. Et il y a vraiment pas de souci, quoi. Il y a ce rapport dominant de bonne culture, mauvaise culture, assez indirect, assez malsain. Ouais, enfin, je sais pas s'il est dans ce rapport-là nécessairement, mais vraiment pour moi, c'est vraiment un rapport de se sentir attaqué par un film comme Sinners, et encore une fois, je veux dire, je vois pas pourquoi on se sentirait attaqué par un film comme ça, et pourquoi on se sentirait, enfin, mis à part. Et quand, un sentiment à la limite que je pourrais comprendre, c'est ce sentiment de pas se sentir attaqué, mais se sentir mis à part, de type je peux pas forcément comprendre ce qui se passe. Mais ça c'est un truc, je veux dire, moi quand je regarde je sais pas, un film Gundam, je me sens à part parce que j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé avec Gundam précédemment, et donc je me sens un petit peu à côté et je rentre pas totalement dedans parce que c'est pas forcément ce dans quoi j'ai grandi. J'ai pas grandi avec Gundam, j'ai rien regardé de ça, et donc forcément je me sens à part, tout comme là je veux dire, je prends Gundam par exemple, mais je vais prendre un exemple qui pour le coup m'a plus touché. Moi quand je vais voir typiquement Jujutsu Kaisen 0, bah, c'est un film qui est fait pour les fans, et moi je suis pas du tout fan de Jujutsu Kaisen, donc forcément je regarde ça, je déteste, et voilà, mais pour autant je sais j'ai des potes qui ont adoré, je vais pas leur dire qu'ils ont des goûts de merde, je vais juste dire bon bah oui, moi je suis pas rentré dedans. En fait il y a un refus, j'ai l'impression, de la part de beaucoup du YouTube ciné, de dire ah bah je suis pas rentré dedans, mais ça reste un bon film. Encore une fois, c'est un peu une dissociation bizarre enfin c'est une dissociation vraiment très basique c'est pas parce que vous avez pas aimé un film que c'est forcément un mauvais film, mais c'est pas parce que vous avez aimé un film que c'est forcément un bon film non plus. C'est un petit peu ça, quoi. Quand je regarde les deux, je me sens à part. C'est pas grave que tout ne soit pas fait pour toi, mais lui, il l'a pris un peu trop personnellement. Ouais, j'ai un petit peu cette impression-là aussi, quoi. Donc bon, c'est dommage. C'est vers ça qu'a amené l'évolution de l'humanité depuis le début. Plus de connexions, plus de rapports, plus de respect, plus d'échanges. Ça, c'est un truc assez mondialiste aussi. Ça, je pense qu'on peut se le dire. Mais bon. Et du coup, ce film qui te prône l'idée de non, faut bien qu'on reste séparés, qu'on fasse chacun notre truc de notre côté. J'ai un peu de mal avec le message. Du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de mal avec le film, en règle générale. Je trouve qu'il fait un peu bordélique. Je trouve que le début... Alors sortons un peu des spoilers. Voilà, ça y est, j'ai parlé du message et du thème, donc je peux aborder un petit peu le reste. Je trouve que le film a un gros défaut de narration, parce que la première moitié du film, où ils sont juste en train de se promener dans le Mississippi pour reprendre contact avec différentes personnes et organiser leur soirée du coup d'ouverture de leur boîte, ouais. Je trouve que c'est beaucoup trop long et que ça prend beaucoup trop de temps. En fait, je suis d'accord. Là, on retombe à des arguments où je trouve que je suis très d'accord avec lui. C'est-à-dire que oui, effectivement, je trouve le début vraiment long. Je trouve le début. En fait, encore une fois, je vais redire, hein, mais il est un peu entre deux chaises, où à la fois il est un peu trop long et un peu trop court. C'est-à-dire que ça développe pas suffisamment ces personnages pour rentrer dans une analyse plus profonde. Surtout de certains personnages. À la limite, certains persos sont très très bien exploités, notamment Smokestack et Preacher Boy. Mais il y a certains persos où ils sont vraiment, c'est des persos vraiment unidimensionnels, quoi. Donc c'est un petit peu le problème, quoi. Principalement de l'exposition, c'est montrer comment tel personnage se connaît, pourquoi tel personnage est connu, etc., etc., les liens qu'il y a entre les différents personnages, peut-être les différents enjeux qu'il y a à travailler aussi dans le truc. Il y a toute une histoire autour d'un personnage qui a perdu un enfant en couche. Ouais. Je suis pas sûr que ça apporte grand-chose au truc. Mais donc encore une fois, ça apporte quelque chose, quoi, moi je trouve, hein. Ça apporte quelque chose sur le rapport, déjà sur le rapport entre du coup Smoke et ce personnage là, et sur vraiment ce côté de ne pas pouvoir faire son deuil, quoi, quelque part, justement parce que c'est des personnes assez isolées. J'ai l'impression que c'est ça en tout cas ce qui est dit. La première moitié est extrêmement longue et la deuxième moitié passe beaucoup trop vite et est un peu absurde quand on commence vraiment à avoir des scènes de baston par exemple entre les deux. Il y a des moments un peu incompréhensibles où d'un coup les vampires s'en vont au milieu d'une attaque. Et pourquoi ils sont partis maintenant? Ça doit vraiment... Ils ont juste donné l'autorisation aux gens de se reposer pendant quelques secondes avant de continuer l'attaque. C'est très magnanime, hein, c'est gentil de leur part, mais ça fait un peu absurde et bizarre dans le truc. Donc je trouve qu'il y a quelques problèmes au niveau du scénario et de la narration en règle générale. Après, la réalisation du film en elle-même, elle est ouf et tu sens que c'est un peu voulu par Ryan Coogler. Tu sens que c'est un peu l'idée. Je vais réaliser un film prestige avec des acteurs noirs. Je crois que c'est un peu la même chose que ce qu'avait fait Jordan Peele pour Nope, qui est aussi tourné dans un scope, je crois, en 65 mm et en 2,65, qui est donc
un ratio qui est encore plus fermé que le scope traditionnel, donc il y a vraiment des grosses bandes noires, ce qui fait que ça jure encore plus quand ça passe en IMAX et que le truc se décadre. Je trouve pas que ça sert à grand chose en plus, ce décadrage à certaines séquences. J'ai du mal à voir à quoi il sert, enfin pourquoi est-ce qu'il justifie le narratif. Alors, dans cette scène, moi j'aurais kiffé vivre le IMAX là-dessus. Alors, encore une fois, Ryan Coogler qui a parlé pendant 300 ans du IMAX pour dire que c'était trop bien et qui en a parlé pendant 10 minutes sur une vidéo pour Kodak, je crois, pour dire que c'était absolument incroyable tout ça. C'est vraiment trop bien en vrai. Hein. Le problème, c'est que le IMAX, il y a genre aucune salle en France, donc voilà. Oui, mais clairement pour moi, cette scène-là, j'aurais trop kiffé la voir en IMAX. Vraiment, j'aurais trop kiffé. Aussi dans certains trucs, mais techniquement le IMAX, le problème du IMAX c'est que c'est propriétaire quoi, le problème c'est ça. Après la technologie IMAX, le fait d'avoir des ouvertures IMAX, tout ça, trop bien, vraiment. L'ouverture du IMAX dans cette séquence, j'aurais pleuré encore plus que pendant la séance IMO. Bah oui, bien sûr. C'est clair que le mec a voulu faire le film le plus prestige possible avec... Et moi encore une fois, j'adore les ouvertures en IMAX pendant un film. J'aime pas quand genre ça entremêle des plans, tout ça. Nolan il fait ça et je sais que... alors Michael Bay il fait ça sur Transformers, ça a rendu dégueulasse. Mais j'aime pas quand ça entremêle. J'aime bien quand il y a du passage de l'un à l'autre. Typiquement dans Mission Impossible 8, il y a une petite scène comme ça où c'est trop drôle, genre vraiment c'est juste trop drôle. Mais aussi dans Mission Impossible 6, 5, tout ça, voilà, avec la vanne où en fait il tourne la vanne et progressivement pendant qu'il tourne la vanne, le IMAX commence à s'ouvrir et tout. Et en plus ça s'arrête quand il s'arrête, donc c'est vraiment la blague quoi, j'ai envie de dire. Mais clairement moi j'adore quand le champ s'élargit progressivement pendant une scène, quoi, ça c'est magique. Et quand ça change un petit peu tout du long, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ça ait du sens et que ce soit pas juste ah bah oui ces plans là ils ont tourné en IMAX. Mercredi il y a Escape from the 21st Century qui sort, il y a des changements de cadre souvent dans le film, c'est magnifique, enfin c'est absolument prodigieux. Un casting afro-américain parce que jusque là ces films, c'est pas une question d'IMAX ou pas, Momi fait ça bien sûr, mais c'est là où enfin c'est aussi pour vendre des tickets IMAX hein, bien sûr, mais après il y a une vraie technologie IMAX et tout, enfin bref voilà. Tourné avec ce genre de pellicule, ce genre d'optique, etc., avait avant tout des personnages blancs qui étaient présentés, et du coup là c'est pour donner aussi la de noblesse aux personnages afro-américains qui ont fait des films dans ce genre. Là pour le coup je trouve que c'est assez légitime, c'est mieux jaugé que son avis sur Get Out, où vraiment il était un petit peu bizarre, mais là pour le coup c'est mieux jaugé, je pense qu'on peut se le dire. Pour le coup Sinners ne fait qu'alterner entre plan IMAX et pas IMAX à la fin du film et c'est dégueulasse, ah bah dommage. Mais du coup pour la scène moi que j'ai vue, magnifique. Là. Donc c'est le format pellicule le plus prestigieux, le 65 mm, c'est pas du 35 mm classique, c'est vraiment du 65 mm, c'est pour ça qu'il y a ce scope aussi large, c'est parce que les optiques du 65 anamorphiques créent du 265. Et il y a un étalonnage particulier qui respecte énormément la nature argentique du film, un petit peu la même chose que ce dont je vous avais parlé avec ma réaction au trailer de Jurassic World Rebirth. L'étalonnage fait très argentique, il y a un côté... Ouais. Je sais pas comment le décrire, c'est pas blanc, c'est pas cramé, c'est un peu argenté, ça brille d'une certaine façon sur les peaux, sur les ciels, sur les différents détails, genre les plantes par exemple, les champs de coton, les trucs dans ce genre là. Tu sens que la lumière est captée d'une certaine façon qui fait argent. Alors rien à voir, enfin j'y pense un petit peu là comme ça, mais parce qu'il parle un petit peu des peaux, etc. Il y a un vrai truc aussi qui a fait que comment dire. En fait il y a un truc aussi dans les écoles de cinéma qui est très simple, c'est que les écoles de cinéma sont majoritairement blanches, que les gens quand ils s'entraînent particulièrement en France hein, bien sûr, les gens quand ils s'entraînent à faire de la photo, à éclairer des scènes, vont généralement s'entraîner sur les peaux de leurs camarades de classe. Comme les écoles sont majoritairement blanches, ça fait que la majorité des gens qui sortent d'écoles de cinéma ne savent éclairer que des peaux blanches, et que quand il y a une peau noire, ils sont perdus, et ils savent pas comment l'éclairer. Et donc ils vont éclairer une peau noire comme une peau blanche, sauf que c'est pas trop comme ça qu'on fait, et qu'il y a des différences évidemment de teint et de ton, j'ai envie de dire, et ça fait que c'est un vrai problème, et c'est pour ça que le problème du racisme qu'il peut y avoir, enfin du racisme comment dire, sinueux et moins sinueux, j'ai envie de dire, dans les écoles de cinéma, il est vraiment chiant, c'est que en vrai du coup tu sors d'une école comme ça et tu sais pas éclairer une peau noire, c'est quand même un petit peu un problème quoi, c'est sûr. Et moi, je veux dire, j'ai fait 2 écoles, du coup j'ai fait un BTS et une fac, et dans les 2 cas il y avait une personne noire et c'est tout. Et vraiment sinon c'était quasiment que des blancs quoi. Qui fait brillante, qui fait un truc particulier, un peu irréel peut-être même. C'est pas totalement désaturé, il y a un peu moins de couleurs effectivement dans beaucoup de plans. Mais c'est pas désaturé en règle générale dans le film, il me semble pas. Mais du coup, tu sens véritablement... Il y a même une dominance de la couleur orange et marron aussi, particulièrement. La nature pellicule du film, et ça marque vraiment à quel point c'est tourné pour être avec un format pellicule, avec un format prestige. Ça aide aussi vachement à montrer le contraste entre le blanc et le noir, et ça doit aussi aider à gérer les peaux noires, du coup, dans le film. Donc tu vois qu'il y a un côté prestige à la réalisation du truc, et en termes de mise en scène, en termes de réalisation, là, pour le coup, j'ai rien à redire, c'était vraiment excellent, quoi. Je dis, moi, j'ai des soucis avec l'IMAX, j'aime pas ces changements de ratio qui me semblent généralement basés sur l'émotion.
et plus basé sur le spectacle en particulier d'une scène ou d'une autre. Donc voilà, j'ai des soucis avec le message du film, je suis pas encore sûr d'avoir parfaitement compris, donc dites-moi dans vos retours par rapport aux spoilers, marquez bien que c'est spoiler, mais du coup dites-moi dans vos retours si vous pensez que j'ai bien capté le truc. Encore une fois, moi je sais pas si j'ai compris le film non plus, hein. C'est tout un parcours, j'ai envie de dire, pour comprendre un film. Je sais pas si moi-même j'ai compris le film, mais j'ai l'impression d'avoir un minimum engagé avec le film aussi, quoi. Mais bon, c'est pas, enfin, je pense que Durandal a cette impression aussi d'avoir engagé avec le film, grand bien lui en face, mais c'est un petit peu dommage, quoi. Enfin, encore une fois, j'ai l'impression, moi c'est l'impression que j'aurais, je vais pas faire de la psychanalyse sur lui, j'ai l'impression qu'il est relativement assez isolé dans son rapport à la cinéphilie. Durandal, et qu'il y a quand même ce côté où j'ai du mal à le voir discuter avec des gens. Déjà, il est assez isolé enfin, je sais que c'était Samir qui en parlait et qui disait bah moi j'aurais kiffé l'inviter pour une émission, mais en fait il répond jamais, il veut pas venir, tout ça. Donc je trouve ça assez dommage parce que la base du cinéma c'est le parler, c'est la parole, c'est le fait d'inviter des gens, tout ça. Donc c'est un petit peu relou à ce niveau-là, mais je pense que il serait temps d'inviter d'inviter vraiment des gens. Je sais que pendant un temps il invitait quelqu'un qui parlait pour parler particulièrement, enfin je crois que c'était sur Civil War, il y avait quelqu'un d'invité, sur Wonder Woman également, pour parler un petit peu des comics, tout ça, qui était plus expert en comics. Mais je pense que ça vaudrait le coup de faire vraiment de parler plus avec des gens, quoi. En tout cas, c'est l'image qu'il donne, c'est qu'il est assez isolé, quoi. C'est assez dommage. Mais je dois admettre qu'effectivement en termes de mise en scène c'est vachement bien réalisé. Après, en termes de narration, c'est aussi un peu déséquilibré et pas forcément la meilleure narration possible, le meilleur rythme possible pour raconter les trucs. Ça, je comprends. Donc voilà, j'ai quand même des petits défauts à reprocher au film, et des petits trucs sur lesquels je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas sûr au final qu'avoir dédoublé Michael B. Jordan, c'était très utile autrement que pour le plaisir des yeux, parce que Michael B. Jordan fait très plaisir aux yeux. C'est vrai. Donc voilà, je suis un peu perdu. Y compris sur le titre, par exemple, le titre Sinners, ça axe vachement le truc sur la religion. Aussi les vampires, mais vachement le truc sur la religion avec le personnage appelé Preacher Boy, et au final, je trouve pas que la religion soit si centrale que ça à l'histoire non plus. J'avais entendu des gens me dire que le film parlait que de ça, parlait que de religion. Non, ça parle pas que de religion du tout. Ça en parle beaucoup quand même dans le rapport à la foi et le rapport à la transgression, évidemment. Il avait dit dans une vidéo il y a longtemps qu'il irait jamais sur Twitch parce qu'il supporte pas se faire aggro comme sur Twitter. Je comprends, tout à fait. Au contraire, je dirais même. Ce qui me peine beaucoup, moi j'aimerais bien avoir que c'est évoqué vite fait dans certaines scènes, et en soi ça n'a pas vraiment d'impact dans le reste du film. Donc, je sais pas, je trouve que c'est un projet qui est un peu maladroit de la part de Ryan Coogler, et j'estime pas que ça mérite qu'on en parle au point où on en a parlé, notamment aux États-Unis, où pour eux c'était vraiment le meilleur film de l'année à l'heure actuelle, quoi. Il est sorti en mars, je crois, et je suis pas tout à fait d'accord, et je comprends pas trop le truc. Il y a beaucoup de gens qui ont dit s'être ambiancé pas mal sur la musique, notamment du truc. Je peux comprendre. Pour moi, je trouvais que c'était très, très cacophonique cette séquence avec tout un tas d'artistes différents et de styles différents, etc. Je trouvais que ça s'harmonisait pas trop, mais je comprends que la séquence est assez impressionnante, et si t'aimes bien la musique, si t'es réceptif à ça, moi pas trop, mais si t'es réceptif à ça, ça doit pouvoir aussi te faire rentrer dans le film, te faire apprécier certaines scènes du film. Mais ouais, au final, je dirais que j'en ressors pas avec un excellent souvenir de Sinners et que je recommanderais pas forcément à tout le monde de le regarder. Donc bon, après, moi personnellement, je sais que Sinners, je peux recommander à des gens de le mater parce que ça reste quand même assez cool. Mais ça reste quand même un truc où effectivement les gens ont survendu le film. Là, je suis d'accord avec lui sur la fin, sur le côté très bah oui, beaucoup de gens ont survendu le film, ont survendu tout ça, on dit que c'était le meilleur film de tous les temps. Faut quand même pas trop abuser évidemment, mais je vois la critique effectivement beaucoup de gens ont abusé sur Sinners, je comprends. Le problème c'est effectivement ce côté de prêter des intentions à son réalisateur. Déjà ça, moi je trouve que c'est toujours un problème de dire oui mais quand même, enfin de faire de l'ad hominem hein, clairement là-dessus, et de dire oui mais vous dans ce que vous faites etc vous n'êtes pas tout à fait tout blanc et tout, malgré, enfin je veux dire c'est tout un débat de façon ancestrale un réalisateur, enfin est-ce qu'il peut, je sais pas, rouler, prendre l'avion tous les 2 jours et faire un film écolo? Est-ce qu'il peut faire ci, est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il peut être fasciste et quand même faire des films antifascistes? Ça, c'était un débat qu'il y avait eu avec Bergman récemment. Est-ce qu'il peut être juif et faire des films antisémites, des trucs du genre? Il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte, bien sûr. Mais je pense quand même que, a priori, Ryan Coogler, malgré sa position, peut faire un film comme Sinners avec ses messages, en partie qui parle de religion, qui parle de capitalisme, qui parle du rapport de l'intégration, de tout ça. Voilà, bien sûr. Sur la luminosité, je trouvais un gros problème du côté des cinémas. Je regarde Sinners à l'UGC à Bruxelles, et dès que c'était un peu sombre, c'était compliqué par moment de comprendre ce que je voyais. C'est vrai. Mais ça, c'est un problème dans beaucoup de cinémas, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, j'estime que, à part l'extrait qui a beaucoup tourné, et aussi un autre extrait, quand même, ça m'a subjugué, ce truc du Once You Go Black, You Never Go Back, tout ça, ça m'a assez stun, ce truc-là. J'estime quand même que
À part ça, il fait une analyse du film et il essaye de rentrer dans le film, mais le problème c'est que je pense qu'il n'a pas assez engagé avec le film. C'est un petit peu relou, a priori, de ne pas engager comme ça avec un film. Je pense qu'a priori, tu peux rentrer plus facilement comme ça dans un film comme Sinners. C'est juste qu'il faut vraiment rester ouvert, quoi. Ah oui, non mais alors je vais pas trop passer le passage, de toute façon je pense que je mettrai la VOD, mais en gros il y a tout un passage où il dit que en gros il s'interroge sur pourquoi il y a autant de sexe dans le film, et il dit ah je pense que c'est à cause de l'expression once you go black you'll never go back. Bref, c'est vraiment très bizarre. J'aurais tendance à dire que c'est un film important pour sortir du bien pas bien. Il soulève 27 sujets de façon assez à droite. Et en plus, il est beau. Alors que demander de plus. Oui, voilà. En fait, moi, je n'ai rien contre le film. Je n'ai rien contre le film. Je trouve qu'il est bien. Je trouve que beaucoup l'ont survendu. Alors que ça reste un film ricain, blockbuster vraiment cool. Le mieux est l'ami du bien, j'ai envie de dire. Est-ce que ça fait que le Sinners est un chef-d'œuvre parce qu'il est mieux que la plupart des blockbusters? Non. Mais ça fait qu'il est quand même plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, ça reste ça. Et en vrai, le reste de la critique, c'est des critiques au niveau de l'IMAX, au niveau des gestions des personnages, etc. Vas-y, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il y a des remarques assez intéressantes. Pourquoi pas? En tout cas, ça ne vaut pas le bashing que ça a actuellement, puisque là, la vidéo, elle est sortie depuis hier, elle a fait 200 000 vues. Donc voilà, avec beaucoup de commentaires. Encore une fois, Durandal qui, dès qu'il exprime son avis, il peut être vraiment très désastreux. J'estime quand même que y a des avis bien plus désastreux ailleurs, qui eux passent tout à fait inaperçus. Alors pourtant, c'est des vidéos qui font bien plus de vues. Et voilà quoi. C'est un petit peu dommage.